Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis c'est toujours un peu impressionnant, là j'ai vu la liste d'où vous veniez tous, c'est toujours impressionnant d'imaginer que vous arrivez des quatre coins du monde pour vous retrouver dans le Morvan pour échanger avec nous. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule par rapport à il y a 2 ans. Je vous ai fait 4 études de cas, en fait, de sites sur lesquels on a travaillé. Alors en vrac, on va parler de sites, on va parler de projets, on va parler d'aménagement, de mise en valeur, d'interprétation, de muséographie, de situations et d'enjeux particuliers, puisque vous le savez, chaque site est un enjeu particulier. On va parler de contraintes et peut-être de solutions, on va parler de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, parce que c'est toujours un peu par essai-erreur qu'on fonctionne. On va parler d'architecture et comment on essaye de donner du sens à tout ça. On va parler de paysage, de territoire, d'habitants, de tourisme, d'économie, d'investissement, de gestion. Voilà. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer d'être assez exhaustif au travers de ces 4 études de cas. Voilà, de vous donner à la fois un peu l'état d'esprit qui nous anime, et puis essayer de voir, d'identifier, j'ai essayé aussi d'identifier pour vous des outils spécifiques qu'on utilise, parce que moi, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est travaillant depuis 20 ans dans ce domaine-là, c'est d'essayer au fur et à mesure qu'on avance sur les projets, sur les sites, non pas de théoriser, ça serait un bien grand mot, mais au moins de modéliser les choses. Puisque même si tous les sites sont différents, vous le voyez à peu près, j'imagine depuis 3 jours, il y a quand même des bonnes pratiques, il y a quand même des bons outils, on sait qu'il y a des choses qui sont opérationnelles, et d'autres, on sait à peu près s'y prendre, n'est-ce pas? Puisque Anne nous a connus au début de nos aventures à Rocamadour il y a plus de 15 ans, c'était pas le cas à l'époque. On a beaucoup appris. Voilà, j'ai mis ce dessin là, peut-être en introduction. Alors c'est un dessin qui a toute une histoire pour moi. Il s'est avéré qu'il y a 7-8 ans, j'avais une mission en Algérie pour la protection de sites en fait, que les Algériens ne connaissent même pas, ce sont des îles, Abibas, Rajgoul, etc., qui appartiennent à l'armée. Et j'étais allé dans les valises, comme on dit, d'un grand bureau d'études en environnement pour mettre en valeur ces îles qui aujourd'hui appartiennent à l'armée pour les ouvrir à l'écotourisme. Et en fait, je me suis retrouvé dans une position assez étonnante, c'est que on allait d'île à île sur un bateau, on dormait sur les îles dans des phares, c'était absolument... Je croyais que j'étais au XVIIIe siècle, une espèce de botaniste comme ça. Et je me suis retrouvé il y avait 5 îles et j'avais 5 jours pour faire 5 projets. Et en fait, j'étais toujours entouré d'une dizaine de personnes. Donc il y avait la vice-ministre à l'environnement, il y avait son staff, il y avait des gens spécialisés, tout ça. Et je me suis retrouvé finalement à devoir faire le projet, à dialoguer avec ces personnes sur comment on pouvait les aménager. Et ça faisait depuis la fin de mes études que je n'avais pas dessiné, mais j'adore le dessin, et en fait je me suis mis à dessiner. Et je me suis mis à dessiner ce que je voyais, mes points de vue, les endroits qu'il fallait préserver, peut-être les bâtiments qui avaient été installés par l'armée, qu'il fallait détruire. Et en fait, au fur et à mesure, les gens étaient curieux, sont venus autour de moi, regardaient ce que j'ai dessiné. Et on a commencé à parler des projets juste en les dessinant. Et en dialoguant autour d'un carnet, comme ceci. Voilà. Et je me suis aperçu du fabuleux pouvoir du dessin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, là je reviens de Chine, c'est pareil. Vous pouvez vous retrouver au bout du monde, perdu, avec des gens avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous ne parlez pas la même, vous dessinez, et les gens s'intéressent, on commence à dialoguer autour de ça. Je voulais juste insister sur ce fait-là, que pour moi, il y a quand même un fond d'humanité dans tout ce qu'on fait qui est commun, et qu'il faut toujours trouver, en fait, la voie, la manière d'arriver à dialoguer, à discuter avec les gens, à se mettre en accord, et il y a toujours un moyen. Alors, j'ai fait un plan en 5 parties, je vous présenterai rapidement un cas, innovation, création, architecture. Et après, j'ai choisi 4 thèmes. C'est comme concept. Pourquoi, selon moi, c'est important quand vous avez un site d'avoir un concept extrêmement clair, extrêmement fort, que vous allez partager avec tous les acteurs du projet. V comme vision globale, la nécessité d'avoir ce que j'appelle la qualité de l'hélicoptère ou la montgolfière, c'est-à-dire sur vos sites de jamais avoir la tête dans le guidon, mais de pouvoir extrapoler, remonter sans arrêt, passer de vision territoriale et de vision locale. I comme interprétation, alors ça c'est toute une question sur l'interprétation, vous verrez comment aujourd'hui on évolue vers de nouvelles formes d'interprétation et on quitte l'interprétation pour aller vers de nouvelles formes de médiation. Et S comme
site. J'ai pris un site sur lequel on travaille actuellement, qui est d'une complexité absolument fabuleuse. On va montrer l'intrication des choses, et puis je terminerai par une conclusion. Donc nous, on est spécialisé, c'est beaucoup dire, mais disons que ça fait 20 ans qu'on œuvre dans tous les sites remarquables, avec la particularité de travailler aussi bien en études, on dit qu'on s'est fini de A à Z, c'est-à-dire travailler à partir des premiers concepts, les schémas directeurs, les études d'interprétation, les études de faisabilité sur les bâtiments, les études d'ingénierie touristique, les projets d'aménagement, les projets de paysage, de territoire, et on va jusqu'à l'architecture, les scénographies, etc. C'est ce qui nous intéresse. Donc nous, on est basé à Grenoble, ici, dans les Alpes. On est 15 architectes designers, ça j'y tiens, c'est-à-dire que c'est une chose, quand j'ai créé l'INCA, on garde notre ADN. Nous, on est les concepteurs, les créateurs. Par contre, en travaillant sur, je ne sais plus combien de sites classés, UNESCO, grands sites, etc., on a développé un réseau incroyable de partenaires. Et actuellement, on travaille avec plus de 35 métiers différents dans ce domaine. J'ai insisté là-dessus, c'est les partenaires. Je dis souvent ça m'a pris plus de temps de trouver de bons partenaires que de trouver de bons clients. C'est-à-dire des gens fiables avec qui vous partagez la même philosophie, le même standard de qualité. Vous êtes sur des sites comme ça. Il faut travailler en bonne intelligence parce que ça ne se passe pas toujours bien, c'est complexe. Qu'on puisse dialoguer, il faut qu'on puisse rattraper les choses. Voilà. Donc voilà, ça va des archéologues, à des gens du patrimoine, à des scénographes, des muséographes, des multimédias, des environnementalistes, etc. Donc on a 20 ans d'expérience là-dedans. Et puis on s'est développé depuis maintenant 2009 à l'international, au Canada, en Afrique du Nord, quelques expériences, actuellement une en Tunisie, celle d'Algérie, puis une nouvelle en Algérie à Constantine. On s'est pas mal développé en République tchèque. Là, on pense même peut-être ouvrir une antenne à Prague. Et puis plus récemment en Chine, par le biais de l'Agence française de développement, je pense que vous faites partie. Voilà. Et là, je rentre d'une semaine d'une mission en Chine sur un énorme projet, une cité au nord de la Chine qui veut devenir une cité UNESCO et qui va développer tout un projet d'aménagement. Voilà. Pour moi, c'est encore toute une autre expérience. C'est ce que j'appelle l'export, le grand export. Vous avez le décalage horaire, vous avez la fatigue, vous avez la culture. Et il faut faire cet effort-là pour comprendre où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe. Donc nos grands secteurs d'activité, c'est tout ce qui est site sensible. Donc vous imaginez, derrière sites sensibles, ça peut être des sites archéologiques, des sites environnementaux, des espaces naturels sensibles, voilà. Partout où il y a une caractéristique très particulière, il faut préserver quelque chose. Préserver un milieu, préserver un bâtiment et à la fois le mettre en valeur. La valorisation du patrimoine, bon, ça peut être du patrimoine industriel, des châteaux, des abbayes, toutes sortes de choses. Les grands lieux touristiques. Aujourd'hui, on travaille sur des parcs animaliers dans des sites classés. Voilà, on va accueillir, il faut créer quelque chose là-dedans, discuter avec les ABF, les environnementalistes. Tous les équipements culturels qui vont avec, c'est-à-dire musées de sites, centres d'interprétation, centres de découverte, hébergement, tout ce qui fait qu'un site va vivre de son économie. Et puis ce que j'appelle les espaces ressources, c'est-à-dire on a développé une ingénierie particulière sur tout ce qui est boutique, restaurant, écologe, etc. Puisqu'on sait que, bien évidemment, vous savez que l'économie est aussi, n'est-ce pas, le facteur clé de la réussite de vos projets, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher des ressources propres. Alors j'attaque, j'ai mis C comme concept. Donc l'exemple que je prends, qui est pour moi un projet qui a 10 ans aujourd'hui, qui va fêter ses 10 ans cette année, c'est la baie de Poli. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Non. Donc il faut imaginer, on est ici, frontière espagnole, sud de la France, Perpignan est là, vous vous situez, Marseille est là, Lyon est là, et on est juste à la frontière espagnole. Donc, vous imaginez toute cette côte-là, si vous y êtes allé, c'est ce qu'on appelle la côte languedocienne, la côte catalane. C'est ce que les Français ont fait de mieux dans les années 70-80, c'est-à-dire de bétonner toute la côte, les merveilleux villages, le port Barcarès, Château, etc. Qui est largement inspiré de l'amour espagnol et portugais. Voilà. Et il y a ici, quand les Pyrénées se jettent dans la mer, c'est ce qu'on appelle la côte vermeille, qui est absolument somptueux. C'est-à-dire c'est une côte qui n'est pas très longue, qui fait une quarantaine de kilomètres dans l'Espagne, et qui donne des petites criques assez belles, et puis vous avez des villages qu'on peut vendre, aussi. Donc imaginez
dans une de ces baies, de ces criques, un site d'à peu près 35 hectares, qui est une dynamiterie, qui appartenait à Nobel. Je ne sais pas si vous savez, mais Nobel, le prix Nobel, a fait sa fortune en inventant la dynamite. On dit d'ailleurs qu'il a développé le prix Nobel pour se déculpabiliser un peu. Et donc ça, c'est la première dynamiterie qu'il installe en France. Pourquoi elle est là, d'ailleurs? C'est tout simple. Il y a toujours une logique à un site, c'est parce qu'on est le plus loin possible du front allemand. Et puis surtout, ça ouvre par le détroit de Gibraltar et toute la possibilité de commercer, c'est-à-dire d'importer, d'exporter la dynamite dans le monde entier, jusqu'au canal de Panama. Et donc, imaginez ça, donc pendant un siècle, c'est une fabrique de dynamite, donc c'est très dangereux, c'est fermé au public, et c'est un site qui, du fait même de sa dangerosité, c'est toujours paradoxal, le patrimoine, a été préservé de l'urbanisation. Donc, on arrive dans les années 80 avec un site absolument merveilleux. Vous voyez, où la végétation a gagné ses droits, des jardins. Ça, c'est la maison du directeur, donc il ramenait des plantes exotiques de partout, où les gens importaient, exportaient la dynamite, toute une histoire. Et puis, le Conservatoire du Littoral, vous en avez entendu parler, ça, le Conservatoire, qui est un organisme français qui a pour vocation d'acquérir des terrains littoraux, lacustres, pour les préserver, mais qui n'est pas aménageur, rachète ces 35 hectares. Et avec le Conseil général, c'est-à-dire le département, décide d'en faire un lieu de tourisme, de nature, etc. L'autre particularité de ce site, c'est que c'est un site qui est profondément ancré dans ce qu'on appelle la culture catalane, c'est-à-dire du nord de l'Espagne, notamment la Catalogne française, parce que tous les Catalans ont un père, un grand-père, qui a travaillé là. Et comme c'est une histoire un peu dramatique, il y a eu beaucoup de morts, des gens qui se sont fait exploser, c'est un truc qui est très ancré dans le... Donc voilà le site à la fin des années 60-70. Donc vous voyez quelque chose d'assez dur quand même. Regardez cette cheminée ici et regardez ce petit bâtiment ici qui va avoir toute son importance dans le projet, dans le concept. C'est l'ancien château d'eau. Ici vous avez ce qu'on appelle les alcôves de la dynamite. C'est là où on fabriquait la dynamite. Donc c'est des murs très épais, qui ont plusieurs mètres d'épaisseur en pierre, recouverts de terre, avec une toiture très légère. Vous savez pourquoi? Ouais. Ça explose. Il y a 4 alcôves. Si ça explose, on fait exploser 10 bonhommes, mais on ne fait pas exploser cela. Et donc quand ça allait pour exploser, bah, tout simplement, ici vous aviez un grand réservoir d'eau, un tanker, et on envoyait de l'eau en pression pour éteindre, s'il y avait un feu, éteindre une menace d'explosion. Voilà le site aujourd'hui. On l'a complètement réaménagé, restructuré, et donc ce que j'appelle aujourd'hui une expérience de nature et de patrimoine. Alors pourquoi? Parce que la première fois que j'ai fait la visite de site, c'était un concours. J'ai le directeur du Conservatoire du Littoral et j'ai le président du Conseil général. Et les deux me tiennent un discours antinomique. Le Conservatoire du Littoral me dit « Monsieur Marty, on veut faire un lieu de nature, on veut que ça soit la référence pour le conservatoire. Voilà, il faut préserver tout ça, c'est une baie incroyable. Bon, il y a de l'archéologie marine, il y a des tas de choses, il y a une réserve marine à côté. » Et le président du Conseil général me dit « Ah, monsieur Marty, il faut vraiment qu'on en fasse un lieu ultra touristique qui accueille les visiteurs, parce que c'est un lieu de mémoire, et puis pour tous les Catalans, je veux vraiment qu'on mette l'accent sur le patrimoine industriel, etc. » Ah, bon. Donc je réfléchis, alors c'était un concours, et je réfléchis à comment traiter une chose comme ça. Vous avez deux comment on appelle ça, des injonctions contradictoires. Vous êtes deux. Et donc je passe, le concours durait 8 semaines, je passe 4 semaines à me dire il faut que j'invente un truc. Il faut que j'invente. Et le truc que j'ai inventé, c'est ça. C'est un slogan. L'avenir du mémoire. Donc je me dis, il faut que je crée, il faut que j'ai un concept qui me permette de faire adhérer ces deux maîtres d'ouvrage. Il y en a un qui a le terrain, il y en a un autre qui a les financements. Et les deux sont légitimes. Pas question de dire non, je vais faire qu'un site de nature, alors qu'il y a toute cette mémoire, ou de dire ben non, je vais faire un lieu de patrimoine, alors qu'en fait ça devient une opération exécutive. Donc j'invente cette idée-là, j'en parle avec mon paysagiste, avec mes ingénieurs, etc. Et d'un seul coup, on se dit waouh, il y a un registre incroyable. L'avenir d'une mémoire.
Ça veut dire très concrètement que tout ce qu'on va faire sur le site, et je dis bien tout, vient du passé et nous parle d'avenir. C'est un phénomène de transformation. Et je m'interdis, avec le paysagiste et les ingénieurs, la possibilité de faire autre chose que ça. C'est ma logique. Donc tout va suivre. La première chose, c'est, je travaille avec le paysagiste sur ce qu'on appelle restaurer les dynamiques végétales, les dynamiques existantes, etc. Donc plutôt que de planter, les concurrents avaient créé des grands jardins pour honorer la mémoire des travailleurs qui étaient morts là, des stèles, des machins et tout. Plutôt que de planter, nous on va raisonner par soustraction. Mon paysagiste est un ami de Gilles Clément, je ne sais pas si vous connaissez ce paysagiste, hein, le faire avec, la dynamique existante, etc. Et donc on raisonne par soustraction. On identifie les grandes entités paysagères, la prairie, la pinède, le jardin du directeur. Et plutôt que de ramener des éléments, on va nettoyer ces choses. Et on va leur redonner leur dynamique originale. Un détail, la pinède est très belle, et je dis à mon paysagiste, mais il faut qu'on la renforce. On est sur le bourrelet, la végétale. Il me dit non. Il me dit parce que si je plante des pins, j'ai 9 chances sur 10 que mes pins meurent. Par contre, si je mets en défend les petits pins qui sont en train de pousser au pied des pins, là j'ai 9 chances sur 10 pour qu'ils prennent. Parce que celui qui a trouvé, qui a fait sa petite racine là, dans ce climat un peu sec, etc., lui, je vais le prendre. Donc vous voyez, c'est pas de rajouter, c'est de préserver ce qui existe. La deuxième chose, on détruit, je déconstruis 70 bâtiments sur le site. J'ai un site qui est éminemment occupé par beaucoup de bâtiments industriels, mais qui aujourd'hui ont perdu toute vocation. On déconstruit 70 bâtiments sur le site et on s'oblige à retraiter ces bâtiments le plus possible sur le site. C'est-à-dire qu'on concasse le matériau de démolition, on en fait les fonds de forme pour les parkings, on récupère le bois quand on peut le récupérer, la pierre pour créer les canaux, on utilise quasiment 80-90% de la matière des bâtiments détruits sur le site. On la décontamine. Donc il y a toute cette stratégie. Et on restaure, c'est le programme, 10 bâtiments emblématiques. Notamment la maison du directeur, vous voyez là. Et on en fait la maison de site. Donc vous voyez, il y a toute une stratégie après sur comment on va restaurer ces bâtiments. Un écrin, on vient remettre de la structure à l'intérieur. C'est compliqué, parce que ces bâtiments, vous imaginez, ils ne sont pas du tout aux normes parasismiques, ni aux normes incendie. On fait rentrer des équipements recevant du public, beaucoup de fréquentation. Donc il y a toute une démarche à faire pour les mettre aux normes, tout en faisant que quand même on ne dénature pas le patrimoine, etc. Voilà, on restaure les jardins, et puis voilà, vous voyez le type de travail qu'on fait aussi sur la chefferie, par exemple. Donc il y a toute une espèce de logique qui fait, tiens, on va détruire ce bâtiment, on va restaurer celui-là, on va le requalifier, quelle fonction on est dedans, il y a toute une approche comme ça, programmatique. La question qui m'est posée, vous allez dire c'est une question d'architecte, mais je suis dans un site industriel, avec 80 bâtiments. J'en détruis 70, j'en ai 70. Ce sont des bâtiments qui sont issus d'une logique industrielle. C'est-à-dire, on le sait, la logique industrielle, c'est je construis ce dont j'ai besoin, où j'ai besoin, le plus vite possible. Donc c'est pas une logique patrimoniale au sens noble du terme. En détruisant ces bâtiments, je me retrouve finalement devant ces 10 bâtiments, mais qui n'ont plus du tout de logique entre eux. Vous voyez, la maison du directeur, la cheminée, la chaufferie. Comment je redonne une logique à ça? Eh bien là c'est pareil, l'avenir d'une mémoire, je pars non pas de l'architecture, je pars du paysage, je pars du site, et avec mon paysagiste, on travaille différemment. Voilà la maison de site, voilà l'esplanade des 4 tours. C'est-à-dire pour chaque bâtiment, je ne le pense pas comme un élément d'architecture, je le pense comme un élément de paysage. C'est d'abord un jardin. Chaque bâtiment, la grande halle que vous avez vue est dans la prairie. La tour que vous allez voir est dans l'esplanade des 4 tours. La maison du directeur est dans le jardin méditerranéen qu'on reconstitue peut-être. Et ces jardins-là sont des sortes d'intercesseurs entre le grand paysage et mon architecture. Et c'est eux qui permettent de faire le lien entre les différents bâtiments. Donc c'est-à-dire, j'utilise quelque chose qui est à la portée de tout,
le paysage, la nature, l'histoire du site, pour créer les nouveaux liens dans ces architectures. Voilà, et donc voilà mon château d'eau, qui exprime, je pense, le mieux cette philosophie, l'avenir d'une mémoire. On discute avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, et on se dit, mais le château d'eau, c'est génial, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de point d'observation haut sur le site. Et bien, on met un escalier à vis à l'intérieur, on le restaure. Là-haut, on reprend exactement le volume, hein, et puis on en fait le belvédère du site. Donc je prends cette fonction-là. En fait, c'était quelque chose qui stockait là-haut et qui a mené vers le bas. Mais moi, je fais monter le visiteur à l'intérieur pour le réouvrir aussi. Et ça devient une sorte de vigie, on appelle ça la vigie du site, qui redonne du sens voilà, à l'expérience. Et puis on va plus loin, c'est-à-dire on se dit, mais finalement, comment intégrer des fonctions contemporaines qui ne soient pas uniquement de la visite? Faire quelque chose. Que ces bâtiments retrouvent une utilité. Et donc il y a un atelier de restauration des barques catalanes, des vieilles barques, voilà, que le maître d'ouvrage veut implanter sur le site, parce qu'on est au bord de mer, il y a des visiteurs, etc. Donc on transforme les bâtiments dans de nouvelles... C'est ce que j'appelle redonner vie aux bâtiments. Et on essaye de trouver ce bel équilibre entre des fonctions de visite, des fonctions d'interprétation, et des fonctions actives, des fonctions où on va fabriquer quelque chose. Ça, c'est une notion qui me paraît de plus en plus importante, de se dire que ces sites-là, vos sites, peuvent encore produire quelque chose. Produire de la richesse, produire... Voilà. J'étais en Chine l'autre jour et on m'a expliqué qu'effectivement, on fait un projet qui est de cité patrimoniale le long d'une rivière. On parlait de ce projet de la rivière et les experts qui sont venus ont proposé, finalement, il y avait de grandes plantations de poiriers, mais qui sont très peu utilisés, en fait, valorisés. C'est-à-dire, dans cette région-là, les Chinois vendent les poires directement. D'un seul coup, par l'entremise des experts, ils ont dit, mais vous pourriez peut-être exploiter cette filière. Et ils ont proposé de créer une filière d'eau-de-vie de poire, en important un savoir-faire français, en disant, on peut créer une distillerie expérimentale, et ce projet va dans le jeu. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le site se remet à produire quelque chose. Pas uniquement, on va le visiter, on va le faire. Et enfin, ça c'est un point important, c'est la notion d'interprétation. Alors ça c'est un truc, voilà, ça pour moi c'est un point important. La notion d'interprétation, moi pour avoir beaucoup travaillé des Québécois là-dessus, vous savez, vous en avez certainement parlé, l'interprétation c'est un concept qui a une généalogie de l'histoire des idées depuis le 19e. Moi je me suis fait une idée toute simple, c'est interpréter un site, c'est révéler l'invisible. Tout ce que vous ne voyez pas sur le site. Vous arrivez sur ce site-là, il n'y a plus que 10 bâtiments. Qu'est-ce que c'était le 19e? Vous imaginez, il y avait des centaines d'ouvriers, il y avait un village, il y avait une école, il y avait des tas de choses, etc. Comment on révèle cet invisible aux visiteurs? Et à Poly, devant l'ampleur de la tâche, j'ai développé une sorte d'approche progressive. Et après, je l'ai, d'une certaine manière, modélisé sur les sites. Je me suis dit, en fait, parce que toujours on se moquait de nous, et les bureaux d'études du coin disaient, ouais mais Gilles, arrête, tu veux faire un projet, tout ça, interpréter le patrimoine, mais les gens s'en foutent, ils viennent avec leur glacière, ce qu'ils veulent, c'est aller directement au bout de la plage, et puis mettre le parasol et tout ça. Je disais, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Bien sûr qu'on veut tous aller à la plage le plus rapidement possible, et on se, comment dire, cadre idyllique. Mais à la fois, on a quelque chose à dire à ces gens. Donc je suis parti sur l'idée d'y aller progressivement, sous forme d'une pyramide. Je me dis, comment je m'adresse à quelqu'un qui vient passer une demi-heure sur le site, qui va traverser le site pour aller à la plage, qui va du parking jusqu'à la mer. J'ai dit, ça peut être ce que j'appelle l'interprétation intuitive. Je donne à ces visiteurs des petites touches qui vont leur dire, ah ouais, mais attends, il se passe quand même quelque chose. Et c'est notamment, vous voyez, sur les grands arcs de béton qu'on a fait, on vient mettre on vient créer des gravures, et ces gravures, il y a un petit texte à côté qui me dit, voilà, telle plante, etc. Donc ça, c'est l'approche intuitive. Donc je me dis, je suis capable de parler déjà à quelqu'un. Puis après, c'est la deuxième approche, je me dis, c'est l'approche curieuse. Je vais là-bas, mais je passe une journée avec mes enfants, et au bout d'un moment, comme tout le monde, bon, on a nagé, on a bronzé, mais on a envie de faire autre chose. Ah, le site me le permet. Donc vous voyez les anciennes alcôves, là, et dedans, il y a des maquettes. Et ces maquettes, on les a travaillées. Il y a 4 grandes maquettes qui expliquent
où est-ce qu'ils ont envoyé la dynamique, comment le site est structuré, les différents bâtiments, etc. Et il y a d'autres lieux qui parlent. Et enfin, je me dis, ben, finalement, il y a toujours des amateurs, hein, toujours des gens comme vous qui aiment les grands sites, qui aiment le tourisme, qui aiment le patrimoine. Je dis, il faut que je m'adresse aussi à ces gens. Et c'est ce que j'appelle l'approche approfondie. C'est-à-dire qu'on développe des outils, des plaquettes, des petites expos, des choses comme ça, expos temporaires, qui vont permettre à quelqu'un qui a envie d'en savoir plus d'aller là-dedans. C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est de donner envie à quelqu'un qui viendra avec sa glacière passer une demi-heure de revenir. De s'accoutumer au lieu, de comprendre qu'il y a quelque chose là. Et vous allez comprendre que c'est ma manière à moi de voir, c'est-à-dire en tant que muséographe, scénographe de site, architecte, tout ça, je ne pars pas de ce que je sais, de ce que je veux délivrer. Je pars de ce que je pense que la personne, ce que je peux aller capter chez la personne pour l'intéresser. Je renverse le truc. Qu'est-ce qu'elle sait de la dynamite? Qu'est-ce qu'elle sait de Nobel? Et je construis mon propos là-dedans, progressivement, pour l'amener dans une connaissance approfondie. Si, c'est ça. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise, hein, qui est tout simplement inspiré de nos amis les Québécois, vous avez vu, c'est voilà, c'est comment on définit là-dedans aussi les différentes... comment on positionne cette notion d'expérience. Ça, c'est un outil qui est très très puissant pour moi, quel que soit le site. L'expérience du lieu, c'est d'abord l'esprit du lieu. Je suis pas... On pourra reparler de ça si ça vous intéresse, je suis qu'à moitié à l'aise avec cette idée-là, mais voilà, on est dans un lieu unique. Chaque lieu est un morceau du monde. Il n'y a pas de lieu comme Bibracte dans le monde. Il n'y a pas de lieu, il y en a qu'un. Donc comment on fait pour être cohérent avec ça, pour être pertinent avec ça? La deuxième chose, chaque lieu a quelque chose à nous apprendre. Nobel, la dynamite, la nature, on le comprend, quoi. C'était tout autant... Donc qu'est-ce que j'apprends? Pourquoi quand je sors du lieu, de ce site, de ce musée, je suis moins bête qu'en y étant entré? J'ai acquis une connaissance. Et enfin, ce qu'on appelle matière à réflexion ou source d'inspiration, chaque lieu doit nous donner envie de quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est pas juste j'apprends, mais waouh, j'ai découvert un truc. Je reviens chez moi et j'arrive avec un bagage que j'ai envie de partager, de parler d'écologie, d'environnement, de patrimoine. Tiens, j'ai vu un truc de fou, etc. Et on essaye d'avancer. Enfin, sur ce projet, on avait une opposition farouche, notamment de toutes les associations locales de patrimoine et tous les anciens ouvriers qui disaient vous allez détruire notre patrimoine, vous allez raser 70 bâtiments. Et bien encore une fois, la technique de l'aïkido ça marche bien. Quand il y a de l'énergie, il faut la capter. Il faut en faire quelque chose. Donc j'ai dit, bah, écoutez, moi je vous propose un truc, on va s'asseoir, là, il y avait une trentaine de personnes, tous des anciens ouvriers, l'ancien directeur, donc on sentait des tensions sociales qui existaient encore, tout ça. Je dis, on va s'asseoir ici et puis on va discuter du projet d'interprétation. Et le projet d'interprétation, on va le faire avec vous. Donc j'ai organisé 5-6 réunions avec ces gens-là, on a piloté la chose avec des questionnaires, voilà, et on a dit, ben, on va le bâtir avec vous. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que tout simplement, vous voyez, j'avais cette idée que quand on arrive dans le site, ça c'est la maison du directeur, vous arrivez, c'est la porte d'entrée, on allait avoir une grande fresque, découverte intuitive, j'ai pas de texte, j'ai juste une grande fresque, qui nous montre l'histoire du livre. Et j'ai posé la question aux 20 personnes qui étaient autour de la table, la question était si, et ça c'est une question que je pose toujours, si vous voulez qu'un visiteur revienne avec une image, une carte postale du site, c'est quoi? Ça c'est une question qui tue. Et là vous commencez à discuter. Et là, étrangement, sur les 20 personnes, j'en ai eu quasiment 15 qui m'ont dit « Ah, nous on sait, c'est la sortie de l'école, le 14 février 1947, on a une très belle photo qui explique toute la vie. » Eh ben voilà, vous l'avez. Vous l'avez, c'est ce qu'il y aura là. Et donc, comme ça, on a construit les rosaces d'interprétation, le projet, etc. Et on les a impliqués complètement. Donc, ça me fait toucher une chose du doigt qui, pour moi, est importante. Oui, bien sûr. Dialoguer, discuter. Mais faire, c'est tellement mieux. Si vous voulez vraiment impliquer les gens dans le site, faites des choses avec eux. Impliquez-les dans la réalisation des choses. Dans l'action concrète.
vous allez voir, c'est tellement plus satisfaisant pour tout le monde. Voilà, et finalement, écoutez, pour nous, ça a été un long apprentissage, ce projet. Hein, c'était un des premiers projets où on a forgé nos outils. Mais ça a été une vraie réussite, puisqu'aujourd'hui, ils attendaient 80 000 visiteurs. Je crois qu'ils en sont à plus de 300. Le parking est plein toute l'année. Je me suis battu avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, pour imposer des panneaux solaires sur la maison de site. C'était caché. Après, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est un des sites qui est visité par le réseau des architectes des bâtiments de France comme site exemplaire de restauration, etc. Voilà. Donc ça a fonctionné. Je voulais juste insister sur peut-être sur le poli, pour vous dire que c'est l'ensemble, vous voyez, l'ensemble de ces petits outils, comme ça, qui permettent justement de créer la cohésion du poli. Mais j'avais mis C comme concept. Je ne sais pas si vous l'avez perçu au travers de ça. B, l'avenir du monde. Tout ce qu'on fait vient du passé, tout ce qu'on fait nous parle d'avenir. Négligez jamais l'avenir dans vos projets, dans vos sites. On a toujours tendance à être un peu trop tourné vers le passé. La question qu'il faut qu'on se fasse, c'est ces sites-là, comment on leur redonne une vie dans la vie. Voilà, et puis ça m'a mis en place cette idée-là très simple aussi. Donc j'ai fait mon credo, qui est très dur à tenir, hein, mais qui est génial. Si vous arrivez à la tenir, c'est génial. C'est dur à expliquer aux clients. Les clients, ils veulent aménager des sites pour les touristes. Vous leur dites OK. C'est ce que j'appelle la règle d'équilibre du 55 ans. Chaque fois que vous investissez 1 euro dans la mise en valeur du site, du point de vue touristique, pour attirer des gens, faire connaître votre site, développer son image, son notoriété, avoir des ressources propres, etc. Ça, c'est une chose. Vous dépensez 1 euro pour améliorer les conditions de vie des habitants. Une règle d'équilibre. Si vous arrivez à ça, ça marche. C'est dur, c'est compliqué, parce que souvent ça débalance, mais c'est un bon, pour moi c'est une bonne lumière. Voilà. Et puis, vous allez rigoler, mais finalement, en tant qu'architecte, c'est un projet à peu près de 12-13 millions d'euros. Et comme je dis toujours, j'ai construit en neuf moins de 4 mètres carrés. Voilà. Tout le reste, c'est de la restauration. J'ai construit ce petit pavillon à la sortie du parking, du stationnement. Et le client voulait qu'on construise à la sortie du jardin un petit centre d'accueil, non pas d'interprétation, mais qui donne des trucs où les gens rentreraient pour des informations. Je pars toujours du même principe. Je dis au client, est-ce que vous pensez que les gens viennent sur vos sites à 200 mètres de la mer, dans ce lieu-là, pour s'enfermer dans un bâtiment? Vous verrez, ça marche tous les jours, et bien sûr que non. Pourquoi on va construire un bâtiment? Donc on a créé ce petit pavillon où j'ai dit, mais les gens ne vont pas rentrer. Les gens ne vont pas rentrer. Il y a juste de quoi protéger deux guides interprètes à l'entrée qui, bien évidemment, vous savez, c'est ce qu'on appelle les 4 premières minutes. Vous savez ça ou pas, non? On dit, dans le tourisme, on dit qu'un visiteur se fait une idée du site sur lequel il arrive, si ça va être un bon site, s'il va avoir une bonne expérience, dans les 4 premières minutes. Vous savez, c'est comme un bon film. Hein. Les grands réalisateurs vous disent c'est la première minute où vous savez si vous allez voir un bon film, ou quand vous rencontrez quelqu'un. Ne loupez pas ces 4 premières minutes. Ne loupez pas ces 4 premières minutes, c'est-à-dire que là, je leur disais, mais quand une personne sort du stationnement, il faut qu'elle voie quelqu'un. Bonjour, voilà, vous arrivez à Poli, je vous donne un petit pamphlet, etc. Et mettez votre argent plutôt à engager des jeunes, des écoles de tourisme qui vont venir faire des stages, plutôt que de créer des bâtiments dans lesquels vous allez avoir des scénographies qui vont être désuètes dans les 2 prochaines années. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne encore. Bon, et puis finalement, ce projet a pris de l'ampleur depuis 10 ans. Le Cap Béar est en train de se développer, il y a tout le sentier du littoral, les liens à Port-Vendre, voilà. Et puis c'est devenu finalement, à partir de Poli, petit à petit, il est là, toute une offre alternative de découverte du territoire, le long du sentier du littoral, en bateau, on a restauré un passage qui n'existait pas, voilà. Donc, mais c'est venu petit à petit. Le projet de territoire, c'est pour ça que souvent on est très ambitieux, hein, n'est-ce pas, dans les grands sites, on va faire des grands projets de territoire. En fait, on s'aperçoit tout simplement qu'il faut être patient. Par contre, le premier projet que vous allez créer, il faut le penser à cette échelle. Il faut vraiment le penser au territoire. Vous pouvez miser,
vos moyens sur un projet, il faut qu'il soit économiquement structurant, culturellement intéressant, etc. Patrimonialement fort, etc. Voilà. Mais c'est votre point de base. Après, vous avez le temps, vous avez 10 ans, 15 ans pour créer votre projet. Alors V comme vision globale, donc là c'est l'idée de... On essaye de fonctionner comme ça. Alors, ça c'est l'image que je me suis fait d'un grand site. J'appelle ça l'effet pelote. Non, c'est pas ça. On arrive sur un site où vous avez 30 personnes autour de la table, et bien sûr vous avez le représentant du conseil général, le représentant du conseil de la région, monsieur est dans l'association de protection, monsieur est à un hôtel et veut à tout prix que les cars arrivent jusqu'au pied de son hôtel, monsieur lui est une association, il ne veut surtout pas que... Voilà, vous comprenez, donc vous êtes autour de ces gens-là. Et c'est ce qui s'appelle l'effet pelote. Donc vous avez tout ça, puis vous dites, ah, je ne vais jamais y arriver. Et alors j'ai trouvé un truc qui marche assez bien, c'est de dire que finalement, un site concentre toutes les contradictions possibles et imaginables. On le sait. Voilà, ça fait 30 ans que la situation est bloquée, ou que ça ne va pas, ou qu'il y a des problèmes, etc. Donc la chose que j'ai tout simplement pensé, c'est de dire, ah, eh bien on va faire ça. On ne va pas essayer de tout résoudre sur le site, on va tirer les fils les uns derrière les autres. Et ces fils-là, on va essayer de les sortir du site et d'en faire ce que j'appelle une maille. On passe de la pelote à la maille. Et la maille, pour moi, c'est la manière d'organiser le projet de territoire. Et j'ai symbolisé la chose comme ceci, je reviendrai après, c'est-à-dire c'est l'idée de dire, essayons pour chaque site de raisonner à ce que j'appelle des échelles, des périmètres de pertinence. Quelle est la vocation du site au niveau local, pour les habitants du lieu? Quelle est la vocation du site au niveau territorial? Quelle est la vocation du site au niveau national? Quelle est la vocation du site au niveau international? Alors, ces 4 échelles, des fois j'en ai 5, si vous êtes dans une ville, si vous êtes dans un quartier, etc. Mais c'est ça l'idée. Avec une règle aussi d'airain là-dedans, c'est il faut que vous trouviez une vocation différente pour chacune des échelles. Ne cherchez pas à avoir la même vocation que le site à toutes les échelles, ça ne marche pas. Une vocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mode d'action. Ça veut dire identifier les problèmes que vous devez résoudre au niveau local, au niveau régional. Vous voyez, par exemple, la notoriété du site au niveau local que vous avez. Les sites internet, tout ça, c'est au niveau territorial que vous devez nous mettre en place. L'interprétation, à quelle échelle on va la mettre, dépendamment des équipements qu'on va créer. Voilà. Après, les tours opérateurs. Ah oui, ben voilà, la fréquentation, l'économie, d'où elle vient. Donc ça, c'est super important, d'après moi, c'est un outil qu'on a mis en place et qui fonctionne assez bien. Donc je vous ai pris un exemple pour ceci. L'abbaye cistercienne de Ždár, en République tchèque. Donc ça, c'est un client privé. Ça arrive parfois. Qui possède une abbaye à côté d'un site UNESCO, en République tchèque, et à proximité d'une grande ville industrielle communiste comme on les aime, c'est-à-dire, voilà, un truc, ils n'ont rien pas pris moins, et donc, vous arrivez là-dedans, mais quand vous quittez, là, ici, il y a un lac et un pont baroque ici, là, vous arrivez dans un univers complètement nouveau. Il faut imaginer ce client-là, Constantin Kinski, a hérité de par son père de cette propriété, et ces propriétés lui ont été restituées à la chute du communiste par Václav Havel dans les années 90. Son père a investi quelques millions d'euros pour restaurer le bâtiment. Et la question qu'il nous pose, c'est qu'est-ce que je fais de ça? J'ai X milliers de mètres carrés vides, restaurés, qu'est-ce que je fais de ça? Sachant qu'en plus, eh ben, il a la chance d'avoir 6000 hectares de bois tout autour, ce qui lui permet quand même d'avoir une bonne économie pour financer son projet. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, on l'a pris comme ça. Alors ça, c'est le schéma directeur, je vais vous montrer. C'est-à-dire, on a essayé de définir avec lui une vocation au niveau local, territorial, national, régional. L'autre point important, en termes de méthodo, c'est d'avoir cette capacité, vous comprenez, de fonctionner à des échelles différentes, mais c'est aussi à vous projeter dans le temps. On revient à la notion de concept ou de vision fédératrice.
Ce site-là, il a, je ne sais pas, 1000 ans d'histoire. Les cisterciens se sont installés là. Il a toute une histoire baroque. À la contre-réforme, l'abbaye est brûlée, ça a été revu par des architectes baroques, c'est magnifique. Il a toute une histoire au XXe siècle. Les communistes l'ont en partie saccagé, mais parfois installé des... Voilà, il y a toute une histoire. Et moi, finalement, j'ai dit, j'ai 2 années d'études. Ma mission à moi, c'est pas de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Il y a plein de problèmes. Sur tous vos sites, il y a des problèmes. Préservation du patrimoine, gestion des flux, stationnement, machin. C'est pas ça. Ma mission à moi, c'est de projeter mon client dans 15 ans. Parce que vos projets, vous savez, ils vont mettre 15 ans à sortir et à se réaliser. Donc, qu'est-ce que tu veux être dans 15 ans? Posez ça à vos responsables de site. Qu'est-ce que tu veux être dans 15 ans? Admettons, on a réalisé le projet, on a réalisé le rêve, ça fonctionne. C'est quoi le site dans 15 ans? Ça fonctionne toujours très bien. Ça pousse les gens qui ont des intérêts divergents, d'un seul coup, à se décaler de leurs propres intérêts, pour se dire, waouh, si je me mets à rêver, et si je me mets à rêver avec vous, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est aussi un des points. Ben voilà comment on a résolu la chose. Alors, cette abbaye cistercienne, elle est intéressante parce qu'il y a une école qui fonctionne. Il y a la caserne des pompiers qui est là. Les pompiers, ils font un peu, ils récupèrent du matériel dans toute la région. Donc là, ils stockent tout le matériel électroménager qu'ils revendent après, qu'ils distribuent. Ici, l'église, elle est encore en fonction. Donc c'est un site qui est vivant. La première chose que disent Constantin et sa femme Marie, ils disent, Gilles, pour nous, on veut un bel équilibre. L'équilibre du 50-50, on a compris, on est d'accord. On veut ça. On a toujours voulu ça. C'est une abbaye, ce qu'on appelle une abbaye de fondateurs. Vous avez un château, vous avez l'abbaye. Ils veulent perpétuer cette idée. Qu'ils ont une mission sociale, culturelle, voilà, c'est important pour nous. Donc on dit, ben, au niveau local, ça doit être un lieu de vie pour tous les habitants. Donc on développe les espaces extérieurs, les cafés, les petits festivals, les choses, tous les lieux d'interface entre l'abbaye qui permettent aux habitants de la traverser, de venir prendre un café, d'aller au restaurant, de vivre une petite expérience. Donc ça donne lieu à tout ce travail sur les porosités du site, tous ces petits espaces qu'on va trouver qui doivent être... L'abbaye, elle est traversable. Donc voilà le type de restauration qu'on opère, au passage. Alors c'est très intéressant parce que c'est aussi du patrimoine industriel. C'est une ancienne brasserie. Parce que les cisterciens, c'était des grands brasseurs. Au niveau régional, il y a cette idée, Marie, la femme de Constantin, qui développe tout un festival de danse, d'en faire un lieu de centre d'art, de culture, de création, voilà. Avec cette idée qu'elle a ce festival annuel, qui accueille plusieurs milliers de visiteurs, mais des artistes en résidence qui vont se développer. L'idée qu'on essaye de mettre en place, qu'effectivement il y a des écoles, des masterclass, il peut y avoir des petits quatuors qui vont jouer dans la journée, voilà. Donc on essaye de définir ce lieu comme un pôle de création. Au niveau national, on s'est fixé d'emblée avec Constantin l'idée qu'en termes d'interprétation de muséographie, il fallait qu'on fasse un truc qui sorte du lot. Et si vous allez dans des musées aujourd'hui en République tchèque, ils ont des pièces qui sont somptueuses, mais c'est très poussiéreux. C'est-à-dire même le musée Lobkowicz à Prague, qui accueille des centaines de milliers de visiteurs, vous avez des Stradivarius, waouh, c'est beau, vous avez des partitions originelles de Mozart, vous avez des tableaux. Bon, c'est derrière les vitrines, avec ça l'épaisseur de glace, il n'y a pas de... Et on se dit, mais on pourrait faire un truc de fou, à partir du violon. Donc là, on a fait ce pari-là, contre vents et marées, parce que tout le monde nous déconseillait. En disant, ben, nous on a fait le pari de l'immersif, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la galerie baroque. On a choisi des objets qu'on met dans des vitrines, qu'on anime avec des dispositifs multimédia qui racontent toute une histoire, etc. Et on nous a dit, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que les gens ne sont pas habitués à ça, en République tchèque. Mais on l'a fait quand même. Donc voilà, par exemple, ça c'est la galerie cistercienne, avant, en cours travaux et après. Donc j'insiste là aussi pour vous dire que l'adaptation est importante.
entre le passé et le présent. Vous voyez que par exemple dans la galerie cistercienne, dans ces espaces cisterciens, on a un projet qui est très très rigoureux. Voilà, c'est sobre, on a essayé de s'adapter à cet esprit du lieu. Dans la charpente baroque, par contre, là, on est dans le noir, on crée de la lumière, on projette des images, toutes sortes de choses. Voilà. Et finalement, ben, on a réussi et pas réussi. On a réussi parce qu'aujourd'hui, en République tchèque, c'est devenu le musée que les gens viennent voir en termes de référence muséographique, scénographique, pour développer d'autres musées ailleurs, en disant waouh, là ils ont fait un truc. Et on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas encore réussi à avoir la fréquentation qui était escomptée de nous. Parce qu'ils sont isolés, parce qu'on est en train de créer cette notion de destination, parce que ben, c'est très original comme propos. Voilà. Donc vous voyez, ça aussi, il faut le balancer. Mais là, on entame maintenant une nouvelle phase de travail sur plus d'1 an avec Constantin et ses équipes. C'est-à-dire l'idée de... Constantin a fait la bascule d'une économie personnelle pour financer son projet à une véritable économie, un développement d'économie d'investisseurs pour développer le projet, etc. Donc on est en train de réfléchir à tous les espaces d'hébergement, les restaurants. Je voulais vous mettre ces images-là, puisqu'on a restauré une partie du château dans ces appartements privés, mais aussi qui peuvent accueillir parfois des artistes. Donc on en arrive à cette notion-là. Donc au plan international, local, les habitants, la ville. Régional, l'idée du pôle de création vivant qui peut attirer toutes sortes d'écoles, des choses comme ça. National, le lieu d'innovation muséographique, scénographique. Et au plan international, ce qu'on appelle une destination culturelle. Il est à mi-parcours entre Prague et Vienne, et on se dit qu'il y a une occasion fabuleuse. On peut créer à partir de Gdar un réseau de 4 cités UNESCO. C'est l'idée qu'on veut mettre en place. Ça devienne le pôle par lequel on rentre pour aller visiter Kunora, Litoniché, Pêche. C'est là qu'il faut que ça se passe. Voilà. Et cette notion de destination, ben, je pense qu'on vous en a déjà parlé, c'est l'idée de faire de vos sites, non pas des lieux à visiter, mais des lieux où rester. Où vous allez offrir un panel d'offres, d'interprétation, de visites guidées, de restauration, de balades, d'hébergement, etc., qui va faire que les gens vont pouvoir passer 2-3 jours chez vous. Et donc avoir un tout autre type d'expérience et développer une toute autre économie locale. Je voulais juste dire que je suis ici parce que déjà, j'ai pu voir, traduire la sensibilité de respectueuse de chaque lieu. Et ça, c'est pas évident toujours avec les architectes parce que c'est toujours... il y a une envie aussi de montrer un peu de l'architecte, un peu l'ego. Et ça, c'est difficile à laisser de côté pour se dire le plus important, c'est le lieu, c'est les habitants, de se laisser à soi-même, on va dire, un peu se plaisir. Et ça, je crois, c'est incroyable. Félicitations. Moi, je suis paysagiste. Mais Valentina est paysagiste, en fait. Oui. Ah, ok. Et c'est difficile aussi que les clients, ça c'est une chose aussi que je félicite, n'ont pas la patience parfois, c'est assez souvent, d'attendre que le projet puisse, s'il veut un jardin, il veut un jardin avec des arbres de 100 ans comme ça, il veut tout de suite. Et surtout dans cette contemporanéité que tout est à une vitesse et ça, ce que vous avez dit, comment vous voyez votre site, ça c'est génial parce que c'est vrai, c'est toujours comme ça, les clients n'ont pas la patience et ça c'est une gestion. Et tu verras, si tu poses la question, j'ai encore vécu avant-hier sur un projet qu'on a, client privé qui nous contacte pour un grand projet de territoire et de site, etc., dans la région de Cognac. Et j'étais face au directeur financier, face au directeur général de la société, qui est assez connu, face à la directrice marketing.
Et bah, ils m'expliquent leur projet, ils me disent on veut ça, puis à un moment donné, je dis bah, je tente une question. Vous voyez votre site comment dans 15 ans? Et là, tu vois les gens, c'est avec lui, ils disent pourquoi la question? Je dis on essaye. Et là, mais ça sort, quoi. Tu vois les gens qui disent ah ouais, moi je le vois comme ça va être vraiment le projet phare, j'ai envie que les gens viennent, tu vois. D'un seul coup, tu libères une chose, tu libères les gens dans l'imaginaire. Et essayez-le, effectivement, tu vas voir ça. Bon, il faut avoir des gens qui ont envie, hein, il faut des porteurs à l'étranger, ça fonctionne assez bien. C'est quoi le projet sur lequel vous avez travaillé en Tunisie? En Tunisie, on a travaillé sur le site de Oudna, le site archéologique de Oudna. Oui. Voilà, mais il y a fort longtemps, on avait fait un schéma de mise en valeur et de développement dont je n'ai eu strictement aucune nouvelle après. Voilà. Mais c'était un site, vous le connaissez peut-être? Oui, je suis tunisienne. Ouais, voilà. Pour moi, c'est un site de rêve quand même. Je voudrais poser une petite question. C'est entre une vision de gestion et puis l'aménagement. Et lorsqu'on discutait avec mon aide, j'ai pris une petite information où il disait que dans la construction, on essayait de tester. Une fois qu'on a construit, on met de l'eau, on essaie de voir s'il y a un problème d'étanchéité, on détruisait carrément. Et hier, lorsque Pascal aussi parlait, elle disait que dans son approche, elle essayait de faire des choses de 3 ans. Bon, une première année pour voir, une deuxième année pour voir si ça réussit. Et si au bout de la 3e année, ça ne réussit pas, on se passe de la chose. Donc je voulais savoir, est-ce que dans votre approche aussi, ça vous arrive, vous faites une projection sur 15 ans, ce qui est super long souvent, et puis si je vais aménager un fait, et un monument, et un ancien site du moins, et je me rends compte que peut-être que tel que je l'ai conçu, ça ne répond pas aux besoins ou autres. Donc est-ce que vous donnez de cours de délai pour pouvoir essayer des choses, ou bien lorsque vous partez, c'est de manière définitive? Non, c'est jamais de manière définitive. Non, jamais. Jamais, et surtout pas. L'importance de ces outils dont je parle, les approches, l'interprétation, le concept, etc., c'est pour se donner des guides. Mais je prends toujours l'image de la navigation. C'est-à-dire, vous avez un guide, à peu près. Bon, vous pensez que vous allez découvrir les Indes, en fait, vous découvrez l'Amérique, c'est-à-dire est-ce que vous allez pouvoir bien découvrir? Mais c'est pas grave, pas grave. Vous savez, vous allez aller traverser, et tous ensemble dans le même bateau. Mais après, il y a le vent qui vous amène là, et puis il faut respecter ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, avec Constantin, par exemple, on voit qu'on n'a pas la fréquentation qu'on veut. Comment on peut l'améliorer? Il faut créer un nouveau parcours. Ah oui, il faut créer, si on veut avoir de la fréquentation, il faut que les gens puissent rester dans l'abbaye. Alors il me dit, on va développer des bed and breakfast. Mais à ce moment-là, il y a un gars qui est spécialiste de l'hôtellerie qui dit à Constantin, non, mais c'est pas un bed and breakfast, il te faut un véritable hôtel, vu ce que tu as. Alors on raisonne à partir de la capacité hôtelière, tu vois. Et donc c'est toujours poli, c'est ce que je disais, tout le sentier du littoral, ça s'est pas fait, nous on rêvait de le faire au début, etc. Puis ça s'est fait petit à petit, quoi. Il faut se garder toujours la marge de manœuvre, il ne faut pas perdre le cap. Mais il faut se garder toute marge de manœuvre pour dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, on va l'améliorer, etc. Et il faut toujours avoir en tête, je pense que vous avez tout à fait raison, de se dire ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas, c'est quoi mon plan B? C'est quoi mon plan B? Oui, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, le fait de tenir compte du contexte avant les différents projets. Bon, en Europe, plus particulièrement en France, vous avez la chance d'avoir des architectes qui, lors de leur formation, ont acquis justement cette manière de travailler pour préserver le patrimoine. Nous venons d'un contexte où on a des architectes formés en Europe, mais qui ne voient pas plus loin que le site. C'est-à-dire que quand vous leur demandez un travail, ils ne voient pas l'environnement, le paysage. Ils font peut-être des propositions justes pour le site. Comment faire cela pour que cette dimension-là, ces architectes que nous avons chez nous, les intègrent? Le deuxième problème que nous avons, c'est le manque de vision pour la longue durée. On a des instabilités politiques, on a des changements au niveau des directions, etc., qui font que
c'est très difficile justement de penser pour 10 ans, 15 ans. Et celui qui arrive, il se dit qu'il a 6 mois, 1 an. Et ça joue justement sur l'aménagement des différents sites. Parce qu'on n'écrit pas un document sur lequel d'autres peuvent s'inspirer et puis avancer. Comment aussi s'organiser quand on est dans des contextes pareils? C'est les problèmes que vous soulevez, ce sont des problèmes qui nous dépassent tous largement. Mais j'aurais tendance à dire, premièrement, n'idéalisez pas trop le contexte français, parce qu'on est souvent dans les mêmes difficultés. Enfin, les gens qui sont autour de la table le savent bien. C'est-à-dire que oui, on dit on va définir des grandes orientations, mais à un moment donné, on change de maire, on change d'architecte des bâtiments de France, on change de responsable de la DREAL, et puis alors il y a de nouvelles orientations qui arrivent, et on a du mal à construire, mais on essaye quand même, etc. Donc ces difficultés, on les a aussi de tenir le cap. Voilà. Sur l'aspect, moi j'aurais tendance à dire, c'est vos projets qui vont... C'est le management et l'ingénierie de vos projets qui vont permettre de développer cette connaissance et ce savoir-faire. C'est votre manière à vous de créer, peut-être avec ces jeunes architectes, de leur parler, de donner des exemples, de faire des missions en France, de les accueillir, d'échanger avec eux, d'aller là-bas, de leur présenter quelque chose un peu différent. Alors je ne sais pas si ça répond, mais par exemple en Chine, où j'étais là pendant une semaine, c'était une expérience incroyable. J'étais avec 3 jeunes architectes archéologues en charge. Moi, je suis juste là, je dois rien produire pour les conseiller, les orienter, leur dire voilà le potentiel que vous avez. Ben, ça a pris à tel point qu'ils se sont appropriés les idées, les propositions, bien au-delà de ce qu'on espérait tous, quoi. Je pense que ça passe par le contact humain. C'est-à-dire la relation, le fait de parler, de montrer, d'expliquer, voilà. Il me semble que c'est ça aussi, c'est-à-dire l'expérience, ça ne peut que se délivrer d'homme à homme, quoi. Enfin, si je peux me permettre l'expression, mais c'est très important. C'est pas écrit dans des livres, c'est pas... Il faut valoriser ça, enfin, me semble-t-il. Je rejoins l'idée de la SINA. Parce que, bon, aujourd'hui on dit, si tu veux un peu comprendre un peuple, tu regardes sur les façades de ces bâtiments. Et puis lorsque, bon, on voit, c'est vrai que, bon, on partage un peu les mêmes problèmes. C'est que, bon, chez nous, ce que, bon, depuis déjà des années qu'un peu je travaille dans le domaine un peu du patrimoine, surtout le patrimoine architectural marocain, donc construit en pierre et en terre, c'est que, bon, beaucoup de régions, ils ont perdu cette personnalité, un peu culturelle et patrimoniale, et puis ils sont tombés dans une monotonie un peu absolue, jusqu'à vraiment à l'extrême, au niveau un peu de la couleur, au niveau des constructions, au niveau des matériaux, etc. Et même le grand problème, c'est que, bon, nos institutions, moi, bon, nous, on a quand même une certaine stabilité politique, c'est que même les institutions n'essayent pas d'aller dans le sens un peu de former, bon, des corps, soit d'architectes. Moi, donc déjà des écoles d'architecture au Maroc, c'est un peu une difficulté à les faire un peu pousser vers ce domaine, et aussi de réfléchir dans un contexte global sur l'aménagement, etc., etc. Moi, j'ai travaillé avec, bon, dans ma ville, il y a 5 déjà architectes privés. Mais sur les 5 architectes privés un peu qui ont des bureaux, c'est une grande difficulté. Vraiment, à un certain moment, alors on a dit, alors on arrête, on ne travaille plus. Alors bon, faites ce que vous voulez, nous on fait ce qu'on veut. Et puis, parce que même le passage à un certain moment ne passe pas, parce qu'on est dans une phase un peu de... C'est plus un peu le patrimoine, c'est plus un peu l'aménagement, c'est une question un peu aujourd'hui de pécuniaire, c'est-à-dire donc quelqu'un qui a un bureau, donc il va avoir une commande, et puis je fais, et même les textes un peu c'est difficile. Donc ça c'est, je rejoins. Bon, moi un peu, je voulais un peu discuter avec vous. Une chose, c'est qu'au niveau conceptuel, vous avez un peu déjà évoqué un peu cette idée de passer par un concept un peu, bon, pour moi un peu naturaliste et environnemental pour déjà bâtir un projet. Et là,
je vois que lorsqu'on est un peu limité dans cette idée-là, ça risque un peu de passer un peu en quelque sorte à côté et de négliger un peu beaucoup de choses. Moi, j'aurais un peu aimé beaucoup de parler d'un concept de valeur, plus un peu dans la construction d'un projet. C'est-à-dire, lorsque donc, je construis selon un ensemble de valeurs. Et des valeurs un peu qui sont multiples. Et surtout à des valeurs qui s'attachent plutôt à une organisation sociale, à une culture, à une pratique, manière de vivre, manière de voir, manière de concevoir. Ça, c'est la première question. Donc la deuxième question, c'est que chez nous, c'est vrai, vous avez posé un concept extraordinaire. Déjà deux concepts que je trouve c'est génial. Un site est invisible. Alors cette invisibilité qui le rend un peu mythique. Et alors, il faut toujours un peu le décortiquer pour le rendre un peu visible. Et ça, toute la difficulté dans nos sites, de rendre un peu cette visibilité. Le deuxième concept, c'est que moi, je trouve un peu toujours la difficulté entre le passage d'un monument qui a... Bon, parce que chez nous, les monuments, à un certain moment de l'histoire, ils conservaient les richesses. Ce sont des monuments de conservation. Après, ils partagent les richesses. Donc, ils conservent, puis ils partagent. Aujourd'hui, ils sont tombés en ruine. Alors, comment trouver des astuces pour passer de la conservation de la richesse vers la production de la richesse, à travers un peu les projets? Parce que cette conservation et le partage de la richesse à un certain moment donné de l'histoire, c'était toujours encore privé, soit à travers un pouvoir central, soit à travers un roi, un sultan, un propriétaire. Alors, aujourd'hui, la production de la richesse, ça va toujours dans un peu le privé. C'est-à-dire, chacun, il veut produire la richesse selon sa vision à lui. Il veut un peu s'accaparer un peu cette richesse. Et merci. Sur la question, en fait, de savoir comment travailler, avec qui travailler, par rapport à vos deux questions, j'y viendrai après, là, sur une idée que m'ont donnée les Québécois, que je trouvais très juste. Alors, le troisième projet, la troisième notion, c'est I comme interprétation. Je pense que ça va faire écho directement à la question que vous posez, c'est-à-dire la question de la valeur. Je dis souvent qu'on a un travail, il y a plusieurs figures de l'architecte, ou plusieurs figures, alors je ne sais plus s'il faut appeler ça l'architecte, ou en tout cas du chef d'orchestre de projet. Et pour moi, il y a une figure qui est importante, c'est celle de l'archéologue. Alors là, je parle à des connaisseurs, évidemment. Mais moi, je dis toujours, et pourtant, on a commencé avec l'archéologie. Vous visitez un site archéologique, moi, par excellence, je m'ennuie. C'est-à-dire, là oui, toi aussi, je vois des pierres, je vois des trucs, ça ressemble toujours au même truc. Bon, vous visitez un site avec un archéologue, et là, ça devient une histoire fabuleuse. Ça devient un truc de malade, où on vous explique que telle couche, c'était la toiture qui s'est effondrée là, qui a brûlé à telle période, et c'était une toiture à une pente. Ah ouais, voilà. Donc pour moi, c'est ça l'interprétation. C'est comme on disait, c'est révéler un niveau. Et il y a une fonction de vous, et puis des gens qui vont travailler avec vous, c'est cette fonction d'archéologue, c'est-à-dire d'aller chercher dans le site, quel que soit, une forme d'extraction de valeur. Ça, c'est la première tâche à laquelle je m'attache. Parce que derrière la valeur, chaque fois qu'on extrait de la valeur, en fait, on extrait de la richesse. Alors après, bien évidemment, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette richesse. Est-ce qu'on la garde pour soi? Est-ce que certaines personnes se l'accaparent? Ou est-ce qu'on la donne et on la redistribue à tout le monde? Peut-être la deuxième fonction, c'est la notion d'interpréter ces valeurs. Je vais chercher sur le site des choses qui sont dans l'histoire du site, qui sont dans l'histoire de l'environnement, l'histoire des gens, sa culture, etc. Mais après, j'ai besoin d'interpréter, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui soit contemporain, qui soit dans notre manière de voir, dans notre sensibilité. Enfin, la troisième chose, je dois l'incorporer. C'est-à-dire, je dois faire que le projet, l'architecture, les scénographies, les muséographies, le paysage, incorporent ces valeurs comme des éléments fondamentaux du projet de mise en valeur. Et puis j'ai une quatrième fonction, mais là qui est purement, j'allais dire, musicale. Je dois accorder. C'est-à-dire, quand j'ai fait tout ça, eh bien oui, j'ai du paysage, j'ai de l'interprétation, j'ai de l'architecture, j'ai de la visite, j'ai des gens, j'ai toutes sortes de... Et je dois régler ça
comme on disait, petit à petit, comme on accorde un instrument pour que ça sonne juste, pour que le projet sonne juste avec le site. Donc j'ai pris un exemple ici, qui est un site absolument étonnant, sur lequel on a travaillé pendant, qu'on a livré il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi, qui est le site de la réserve d'Arjusan dans les Landes. Donc voilà, ça se situe à peu près ici. Donc vous imaginez la forêt landaise, vous voyez à peu près le paysage, forêt de pins plantée sur des hectares, des milliers d'hectares. C'est quelque chose de paysage extrêmement homogène. Et d'un seul coup, vous trouvez des lacs. Ce qui est aberrant dans ce paysage. On peut essayer d'imaginer, est-ce que vous avez une idée d'où proviennent ces lacs? Mais voilà. Le site, il y a 20 ans, des mines d'extraction de lignite à 40 mètres de profondeur par EDF, une exploitation qui a duré à peu près une trentaine d'années. Extraction de quoi? Le lignite. Le lignite, c'est une sorte de charbon, mais qui a un faible pouvoir calorifique. C'est un pré-charbon, en fait, qui n'a pas été complètement écrasé comme précédent. Donc pendant une trentaine d'années, EDF a exploité quelques milliers d'hectares, comme ça, où ils sont allés chercher et ils ont dégagé ce qu'on appelle les morts terrains pour descendre à 40 mètres de profondeur pour aller exploiter le lignite. Rapidement, dans les années 70, ça s'est avéré plus être du tout économiquement viable parce que ça a un pouvoir énergétique très faible. Donc ils ont abandonné ces carrières, ils les ont renaturalisées. Ces carrières se sont remplies d'eau et c'est devenu des lacs. Donc vous avez, je dis souvent, le patrimoine, c'est paradoxal. On ne sait jamais ce qu'il va faire le patrimoine, on ne sait jamais ce qu'il va faire le site. Voilà. Et d'un seul coup, ça devient des lacs. Et donc il faut imaginer des lacs en pleine forêt landaise. Donc ça crée un milieu spécifique, avec une végétation spécifique, une flore spécifique. Ça devient une réserve naturelle. Et les grues cendrées ne trouvent rien de mieux que dans leur transit entre le nord de l'Europe et l'Afrique, de venir s'installer là. Et aujourd'hui, vous avez, je ne sais plus combien, 60 ou 70 000 grues cendrées qui tous les vont passer quelques jours, quelques semaines là. Et pourquoi elles passent là? Tout simplement parce qu'elles trouvent à la fois de l'eau, et puis surtout c'est une réserve naturelle, donc il n'y a pas de chasseurs. Donc c'est aberrant, parce c'est ce que j'ai appelé une industrie naturelle, qui va exploiter quelque chose, et ça devient une nature industrielle. Donc on est dans le paradoxe. Mais c'est intéressant. Alors nous, la commande qu'on a, c'est d'en faire. Donc dans ces lacs, vous avez déjà à peu près 80 000 personnes qui viennent de la région se baigner, parce que c'est les seuls lacs qu'on trouve, c'est quand même à 40-50 km de la côte. Donc c'est un lieu qui est intéressant. Là. Et nous, on doit en faire un lieu toujours pareil. Un lieu d'agrément, de développement touristique, permettre d'augmenter ses fonctions de loisirs, de faire un vrai lieu de plaisir, et puis aussi d'installer une maison de site, et expliquer toute cette histoire. Alors, allez expliquer à des gens qui voient ça. Et surtout, allez leur expliquer que ce truc-là qu'on a essayé d'extraire, ça vient du Miocène, ça vient d'il y a quelques millions d'années, que c'est dû à la dérive des continents, à la truc des Pyrénées, que c'est du bois qui ne s'est pas complètement fossilisé, qui a été fossilisé, plus des sédiments, etc. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans le visible, n'est-ce pas? Alors, et bien voilà comment on a fait en fait. On s'est dit, alors il y a toujours un peu une question économique aussi dans les chantiers. Le concours, c'était d'aménager toutes les berges. Ça, c'est le lac principal d'Arjusan. Vous avez en fait, la réserve qui est sur plusieurs milliers d'hectares. Ce lac fait à peu près 500 hectares. Et on devait l'aménager, donc créer une base loisir, une maison de site, des gîtes, etc. Et en fait, on est parti du principe avec le paysagiste, comme on n'avait pas des moyens illimités, de focaliser les investissements dans des lieux particuliers. Donc on s'est dit, ici on a l'entrée, ici on a le village d'Arjusan, on va mettre ici la maison de site, ce qu'on appelle une maison des découvertes, c'est-à-dire tout un lieu où on peut avoir accès à des vélos, toutes sortes de choses. Et puis de créer l'accueil dans cette zone-là, et de développer de l'autre côté du site, c'était une idée assez audacieuse, la restitution de paysages du Miocène. La restitution des paysages, il y a quelques millions d'années, tel qu'il était à l'époque, quand le lignite s'est créé.
Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que ces paysages existent encore sur la planète, à quelques endroits, dans le Bayou, etc. Il y a tout un voyage qui a été fait. Et on s'est dit, mais on en parlait tout à l'heure, les différentes stratégies, on va expliquer cette histoire du lieu, mais surtout on va donner à voir ce qu'était ce lieu il y a quelques millions d'années et comment le lignite s'est créé. Et puis la deuxième idée qu'on a eue, on s'est dit, mais finalement, comment donner du sens à ce projet? La question qu'on a et que vous aurez, c'est comment donner du sens à des tout petits projets qui font peut-être 500 ou 1000 m², dans des sites qui sont des centaines de milliers d'hectares. Eh bien, on a fait comme d'habitude. On a défini un concept. Et ce concept, c'est de dire, ben, on est sur des lacs. Et ben, on va se dire que c'est plutôt d'aménager tout le site, toutes les bordures, comme ont fait nos concurrents. On va proposer une navette solaire, un petit bateau, qui va passer de la maison de site, l'accueil du site, jusqu'à la reconstitution du paysage. Et on a appelé ça la traversée. Et la traversée, on a avancé dans l'idée, et on s'est dit, ben voilà, on a toute une idée dans la traversée. D'une rive à l'autre, le voyage dans le temps, on va mettre les gens en mouvement, on va leur faire remonter le temps. Donc le bâtiment, c'était plus un bâtiment, c'était un embarcadère. Et puis on va créer un pavillon où ils vont pouvoir partir dans la traversée. On va mettre les gens déjà dans cette configuration mentale qui va leur donner envie de comprendre quelque chose, de voyager, de faire un voyage. Voilà. Mettez-vous dans quelque chose de dynamique. On parlait de valeurs. Ben, vous voyez par exemple, ça c'est le centre d'interprétation. Ben, il est calé exactement dans cette ligne-là. C'est-à-dire, cette idée, c'était une ligne qui existait déjà dans le site ici. Ici, c'était une grande rampe où il déchargeait des limites. On s'est mis dans cet axe et on a mis le centre d'interprétation ici. C'est-à-dire que dès l'entrée, le visiteur comprend qu'il va y avoir un sens. On va aller voir quelque chose en face. Et puis ici, vous allez voir, on a créé un petit pavillon de l'eau qui est le petit bébé de ce bâtiment, avec un grand axe paysager, des jardins, des zones de pique-nique tout autour. On a refait des plages naturelles, plages artificielles ici. Et d'un seul coup, dès l'entrée, on comprend qu'il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, l'architecture doit matérialiser ce concept. Et puis, on parlait toujours de valeur et d'extraction. Je me suis dit, moi j'ai une philosophie de l'architecture qui consiste à dire, je ne veux pas imposer à un site un bâtiment. Je veux que ça soit le site qui m'impose le bâtiment. Je ne dis pas que je ne veux pas construire. J'aime construire, j'aime bâtir. Mais pour moi, c'est un phénomène d'incorporation. C'est-à-dire, je vais chercher des éléments, des valeurs dans le paysage, des éléments constitutifs qui vont me donner mon architecture. Et là, par exemple, c'était cette idée de dire, vous l'avez compris, cette grande toiture qui ne sert à rien, elle sert un peu à protéger le côté des bureaux, quand même, mais qui est juste un trait dans le paysage, qui va m'indiquer quelque chose, qui va me donner la ligne de fuite. La deuxième idée, c'est de dire, je n'ai pas de verticale dans le site. Donc il n'y aura pas de verticale dans le projet. La troisième idée, c'est de dire, c'est un projet qui vient d'en haut, c'est un projet qui vient du ciel, qui est comme une sorte de réceptacle. Les lacs sont le réceptacle de cette eau. Donc je veux ça. C'est des grues qui viennent d'en haut. Donc vous voyez, toute l'idée, c'est de dire, c'est un projet de toiture. Et donc les choses viennent se poser délicatement au sol. Le projet n'émerge pas du sol, il vient se poser, on travaille sur les détails. Puis finalement, le client me dit, ah, mais c'est génial, parce qu'on est dans les Landes, donc ça veut dire des chasses, etc. Quand vous travaillez dans l'imaginaire, vous verrez, ça ouvre des tas de choses auxquelles vous vous attendez. Et donc voilà, l'intérieur du bâtiment. Alors ça, c'est un plafond. Par exemple, il y a des matériaux que je ne veux pas dans mes projets. Du plâtre. Voilà. C'est bien, mais voilà. Moi, j'essaie de faire que dans les projets, les gens se sentent chez eux. Donc, ils trouvent des matériaux qui sont chez eux. La plupart du temps. Une équation économique pas simple. Et là, ben, j'avais dit, je ne veux pas un faux plafond. On a dit, on veut une nuée. Une nuée d'oiseaux. Donc, on a défini ce plafond incroyable, là, qui est à la fois acoustique, etc., et qui ne sert à rien. Et le client, que vous connaissez, a bataillé pour me dire, j'ai dit, mais ce truc-là, mais non, ça... J'ai dit, si, on va le faire. Et là, maintenant, aujourd'hui, il me dit, mais c'est génial. Les gens, ils passent dans le bâtiment, ils voient ce truc, ils rentrent. Je dis, ben voilà, t'as compris. Et puis, on a développé ça. Alors ça, je voulais insister, parce que c'est important. Pour moi, il y a trois grandes catégories de lieux de médiation. Il y a ce qu'on appelle un musée de site. Vous avez des collections, vous les présentez, vous les mettez en scène. La deuxième, c'est la notion d'interprétation. Vous n'avez pas forcément des objets. Vous allez expliquer les choses invisibles.
Et puis avec les amis québécois, on a réfléchi à un nouveau concept qui s'appelle un centre de découverte, qui va un peu plus loin que la notion d'interprétation, qui part du principe qu'on ne veut pas enfermer les gens dans un endroit pour leur délivrer de la connaissance. On veut tout simplement que cet endroit-là, c'est un endroit dans lequel ils rentrent et qui va leur proposer d'aller visiter par eux-mêmes et in situ tout ce qu'on veut leur montrer. Autrement dit, la première fonction d'un centre de découverte, c'est pas de faire rentrer des gens, c'est de les faire sortir. Et ça, on a testé là-bas à Arjusan cette première idée. Pour la première fois, on a essayé de tester cette idée-là, et ça a des conséquences assez importantes. La première conséquence, c'est qu'effectivement, un visiteur qui rentre dans un centre de découverte, bonjour, etc., vous êtes capable de lui faire une visite en moins de 10 minutes de tout ce qu'il y a à voir dans le centre de découverte. Il ne verra pas tout, c'est pas grave, il ne faut pas qu'il voit. L'idée c'est, ah, mais vous avez vu ça, ben, allez voir vous-même, prenez des navettes solaires, allez vérifier, voyez, allez au belvédère pour observer les oiseaux, etc. Vous mettez le visiteur en mode. 2, ce sont des savoirs non académiques. Non académiques. C'est-à-dire au sens, bien évidemment, derrière, vous avez tout le savoir scientifique qui arrive, qui est là derrière. Hein, souvenez-vous les niveaux d'interprétation. Mais le premier contact avec la connaissance du site, je le redis, c'est ce que la personne connaît déjà. Qu'est-ce que la personne connaît du lignite? Rien. Elle connaît du charbon? Ah, très bien. Je vais m'accrocher à ça. Je vais m'accrocher à cette idée. Savoir non académique, et j'ai dû me batailler avec mes scénographes et mes muséographes qui voulaient à tout prix me recréer l'éternelle frise chronologique depuis le Miocène jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les périodes d'apparition des machins, des trucs, et puis après ils m'ont dit mais non, on va la faire au sol, les gens marcheront dessus. On en a vu des dizaines des comme ça, on n'a jamais rien retenu. Vous avez retenu quelque chose? Non. Bon, alors pourquoi on en ferait une 11e? Donc, savoir non académique et support attractif. Vous voyez finalement ce qu'on a fait là, on a fait sur à peu près une trentaine de mètres de long, une fresque narrative, dessinée par un dessinateur naturaliste qui raconte toute l'histoire du site, depuis aujourd'hui jusqu'au Miocène. Ce ne sont que des maquettes ici, donc les gens ont envie de voir. La troisième chose, c'est que vous me mettez dedans, je me suis astreint à ça, et on l'a fait aussi avec Constantin Hajdar, nous ne mettons rien à l'intérieur, nous ne mettrons rien qui n'est pas attrait au site, qu'on ne puisse pas voir in situ. Ça vous fait déjà un processus de sélection énorme. Vous ne racontez pas toute l'histoire du Miocène, vous racontez l'histoire du Miocène à ce moment-là. Comment la lignite a été créée, comment c'est arrivé, pourquoi EDF a exploité ça, qu'est-ce qui s'est passé après dans l'histoire industrielle, etc. Et donc, vous concevez le bâtiment non pas comme un pré-show ou un post-show à la visite, mais comme un carrefour, où les gens peuvent venir, ah oui tiens, vous avez vu ça, oui, ben regardez, vous pouvez aller voir le film, etc. Ça va? Donc on est dans cette idée-là, finalement, pour le coup, d'une vraie maison de site, où il y a un petit bar, où il y a une boutique, où il est accueilli, où on peut rester. Et ça a été plutôt, du dire de mon client, une réussite, puisqu'aujourd'hui, ils ont quasiment doublé leur fréquentation sur ce site. Comment ça fonctionne aussi, cette interprétation? Ça fonctionne sur l'idée de pièce à conversation. En fait, dans le mur, pour expliquer la fossilisation du bois, on utilise un pot au cornichon. Et on explique que le cornichon, il se conserve parce qu'il est de l'acide, etc. Pourquoi le bocal de l'acide? Et ça, c'est une pièce à conversation, c'est un truc super qui a été développé par les Québécois aussi. C'est-à-dire, vous prenez un objet le plus banal possible, et à partir de cet objet-là, vous allez raconter toute l'histoire du site. C'est toujours cette idée-là, vous allez capter les gens vers une connaissance apparemment anecdotique, mais derrière, vous déroulez toute l'histoire du lieu, vous les accrochez. Et donc c'est cette idée-là, vous voyez, de raisonner à l'inverse, c'est-à-dire ça c'est la grande fresque murale. Donc ça c'était un vrai rêve que j'avais. Je voulais cette fresque murale, mais je savais comment je la voulais. Je voulais un dessinateur naturaliste qu'on trouve dans les dessins d'enfants. C'est ça qui m'intéresse, aller chercher cet imaginaire chez lui. On a tous vu des dessins comme ça quand on était petit, quoi, des trucs, des reconstitutions, la colorier, des machins, etc. C'est ça que je veux.
Donc on a mis du temps à trouver ce naturaliste, on a fait un appel d'offres et finalement on a trouvé le gars qu'on voulait vraiment. Ce gars-là, c'est une perle. Il a dessiné sur site, il a fait tous ses cartels, on a associé les cartels et finalement on a reproduit le truc. Et donc ça m'amène à quelque chose qui répond peut-être à vos différentes questions, à ça. Ça c'est un ami québécois, quand je voulais m'exporter au Canada, j'ai dit mais j'ai besoin de trouver moi l'expertise que j'ai en France, j'ai besoin de la trouver aussi au Canada. Où est-ce que je vais trouver ça? Il m'a rayonné, il m'a dit non. Tu raisonnes en ingénierie. Tu dois raisonner en humainerie. J'adore ce terme. Tu dois donc trouver des gens qui ont de l'expertise, bien sûr de l'expertise, mais surtout des gens avec qui tu vas t'entendre. Et en bossant à l'export, je sais pas, ce n'est que ça. Et ce n'est que ça sur les sites. C'est trouver des gens avec qui vous allez vous entendre. C'est pas une question d'ingénierie, c'est pas une question de niveau de compétence. C'est trouver les gens, aller chercher les gens avec qui vous allez vous entendre. Vous allez pouvoir parler, discuter, dialoguer. Peut-être qu'ils vont enrichir leurs compétences au fur et à mesure. Nous, on a mis 20 ans à faire tout ça. On va chercher des paysagistes, on va chercher des gens au dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est cette composante-là, humainerie, qui est vraiment fondamentale dans la réussite du projet. Et à toutes les échelles possibles. Je n'ai pas bien compris. Raisonner à l'inverse. Raisonner à l'inverse, c'est le fait de dire, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est de partir dans les supports et dans les connaissances de ce que connaît le visiteur. C'est-à-dire, je ne veux pas lui gaver d'informations. Bonjour, vous arrivez sur le site d'Arjujan qui a... Je vais lui donner toutes ces informations. Au bout d'un moment, le gars, il dit non, mais moi, je suis venu pour me baigner. Quoi. Voilà. Mais j'inverse la chose. Je me dis, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît un pot de cornichon? Ok, je pars de ça. Il connaît un morceau de charbon? Ah, donc on lui montre un morceau de charbon. Et après, on lui montre qu'entre le diamant, le lignite et le pétrole, ben, c'est qu'une question de compression. Ah, donc il commence à comprendre où est-ce qu'il est, comment il se situe. On va lui montrer des machines d'extraction, il va comprendre, on va lui montrer des photos du site, comment ça s'est renaturalisé. Tu vois, on l'amène vers nous. Et c'est une vraie bataille, hein, parce que je me suis battu avec les scénographes, les muséographes, parce que chacun, comme disait Vincent, chacun, nous on est des chefs d'orchestre, mais chacun il va de son truc. Chacun veut en mettre un paquet en scénographie, chacun veut en mettre un paquet en muséo. Le paysagiste, il veut... Donc ça, il faut gérer la chose, quoi. Mais c'est d'où l'importance aussi, je reviens à ça, d'avoir des concepts, d'avoir des idées, d'avoir des outils. Parce que ça donne la ligne directrice. À la fin, le client, Bulot, Patrick Bulot, il m'a dit, j'en ai marre de ton centre de découverte. Je ne veux plus en entendre parler. J'ai dit, ben, tu en entendras encore parler. Parce que je réexpliquerai 40 fois s'il le faut, pourquoi je ne le veux pas ça. Voilà, et puis donc après, ben, vous voyez, on parlait d'architecture aussi, c'est-à-dire après, c'est toute une question de réglage, c'est-à-dire la question de l'unité des interventions architecturales. Donc ça, c'est le petit pavillon de l'eau. Cette notion qu'entre architecture et nature, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas enfermer les gens dans les murs, mais c'est de créer ce dialogue-là. Et puis en face, donc, ce qu'on a développé avec mon paysagiste, tous les parcours. Donc vous imaginez, ça c'est des îles artificielles qu'on a créées, il y avait quand même des frontailles de 40 mètres pour arriver à stabiliser ces lieux-là. Et bon, vous voyez le paysage aujourd'hui, vous parlez de durée là, ça paraît être dans les Landes, quoi. Mais dans 40 ans, effectivement, ça sera un paysage avec des mangroves et toutes sortes de choses. Ce que j'appelle acupuncture du paysage, mise en scène, la notion de mettre les visiteurs en mouvement. Pour mettre les visiteurs en mouvement dans leur tête, il faut les mettre en mouvement physiquement aussi. Il faut leur donner à arpenter, à voir, à découvrir. Et puis métamorphose les lieux. Ça, c'est ce qu'on appelle une bassine, c'est-à-dire un lieu qui est un lieu d'extraction, qui a créé un écho, un petit écho au milieu là, qui est super intéressant. Mais j'ai déjà tout, non? J'ai pas besoin de faire une muséographie qui va me coûter une blinde pour... Je mets juste en scène le lieu par un ponton, je donne l'accès à quelque chose qui n'était pas. Donc voilà l'idée de ce qu'est pour moi l'interprétation. Donc vous comprenez qu'en fait c'est pas juste un lieu de médiation, c'est tout un ensemble de valeurs qu'on va capter, une dynamique des choses qu'on va créer. Et encore une fois, vous voyez, c'est tout cet accord fin qu'il faut... Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut accepter que le temps fait son œuvre aussi.
Alors qu'est-ce qui n'a pas marché là? Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Et c'est bien comme ça. Ben, c'est qu'ils ne sont pas encore payé le bateau. Mais ça fonctionne quand même. Et les gens, ils vont à la barque, ils y vont en pédalo, ils font le tour à pied, à cheval, etc. Pourquoi ils ne se sont pas payés le bateau? Alors ça, c'est une discussion que j'ai eue pendant des années avec les archéologues. Quand j'ai commencé Inca, j'ai commencé, sans le sait, sur les structures mobiles de protection des fouilles archéologiques. Et je me disais, c'est un truc génial, on va protéger les fouilles, et des fouilles préventives, on va donner accès aux visiteurs. Donc je partais de ce principe-là. Si on arrivait à mettre en valeur temporairement des sites où les gens sont en train de travailler, quelque chose comme ça, non pas dans un musée, hey, on était bénéficiaires tous les coups. Eh bien, on n'a jamais réussi à tenir ce pari-là, vraiment. Et là, c'est pareil, pourquoi? Parce que les gens, ils ont des crédits pour investir dans des bâtiments, les gérer. Un bateau, c'est sur quelle ligne de crédit? Il n'y a pas de ligne de crédit sur un site comme ça pour un bateau. Alors nous, on l'a budgété au concours. Ben, ça n'a quand même pas marché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, aujourd'hui, ils sont dans une réflexion de fundraising pour aller trouver un mécène, en l'occurrence CDS, qui va leur payer le bateau. Mais c'est compliqué, qui va gérer ce bateau? Parce que c'est pas comme un bâtiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, souvent, c'est paradoxal, mais les moyens les moins coûteux et les plus efficaces sont les plus difficiles à financer. Parce que eh ben, c'est en dehors du cadre. Bon, donc, a priori, ils auront le bateau pour cet été, mais ça aura pris quand même 2 ans pour arriver à les financer. Est-ce comme site? Alors ça, c'est la tarte à la crème, mais je voulais quand même vous dire, c'est important. Qu'est-ce qu'un site? Et je vous ai pris le site, pour moi, le site le plus... On est en train de travailler dessus, on l'aménage actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le site de Lourdes, pèlerinage, grand pèlerinage, etc. Pour vous expliquer, pour essayer de vous expliquer la notion que... Je ne sais pas trop comment le dire, mais qu'un site, c'est aussi un ensemble de contraintes. Et qu'on peut jouer avec ces contraintes. Donc Lourdes, c'est ici, dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées. En fait. C'est un lieu d'apparition de la Vierge au XIXe siècle, Bernadette Soubirous, 18 apparitions, etc. Alors Lourdes, c'est Mission Impossible. Ça s'appelle Mission Impossible. 5 millions de visiteurs pèlerins par an. Un site classé, un espace boisé classé, zone rouge inondable inconstructible, des crues de 2,50 m à moins de 10 heures d'alerte, un site ouvert 24/24, 365 jours par an, et une chose incroyable que j'ai jamais eue sur un site, la concentration de toutes ces personnes en un seul lieu. Quand vous êtes sur un site, vous savez très bien, vous pouvez jouer sur la ramification, la gestion des flux, en disant, bah, tiens, là, vous ne pouvez pas. Les gens, ils viennent là pour voir la grotte de l'eau. Donc, ils vont passer dans la grotte, ils vont toucher la pierre, ils vont se recueillir devant la source qu'a découverte cette Bernadette Soubirous avec des mécènes, et ils passent par là. Donc, vous avez un effet de concentration qui est délicat. Voilà le site, on était en cours d'étude, hein, deux grosses crues comme ça, qui ont tout emporté, qui ont emporté un pont, etc. Donc la commande, c'est quoi? Ben, la commande, c'est une commande de l'évêque, directe. C'est-à-dire, moi j'ai des sacristies, je veux protéger mes sacristies, je veux construire une nouvelle sacristie, j'ai des bains aujourd'hui qui sont désuets, je veux améliorer la qualité de ces bains, et puis finalement, un généreux donateur, qui n'est autre que le patron de Ferrero, vous savez, Ferrero Rocher, le Nutella, qui est la plus grande fondation d'Italie, qui est un grand, comment dire, depuis sa tendre enfance, un grand visiteur de Lourdes, qui va 3 fois par an, et qui a reproduit dans chacune de ses usines une petite grotte de Lourdes à l'entrée de l'usine, il faut le savoir. Ça ne s'invente pas. Ouais. Le rocher, c'est le rocher. Dit, eh ben moi je mets 1 million d'euros sur la table parce que le site, chaque fois que j'y vais, je trouve qu'il s'est dégradé complètement. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune spiritualité, etc. Donc voilà ma commande. Le truc simple par excellence. Et puis ça, qui m'intéresse énormément, quand j'ai dit ça à un prêtre, il m'a dit, waouh, tu vas travailler à Lourdes, tu vas travailler avec toute la misère du monde. Lourdes, c'est des gens en fin de vie, c'est des enfants handicapés, voilà, c'est bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais c'est quand même ce lieu-là. Et puis j'ai cette idée-là que finalement, ce sont des gens qui viennent de partout.
les chrétiens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Afrique et qui viennent dans ce lieu-là. Donc, comment je parle à ces gens-là? Comment j'arrive à m'adresser à eux? À chacun, et puis parfois ils viennent à 100, parfois ils viennent à 1000, et parfois il y a des messes à 10 000. Donc je dois m'adresser différemment à ces gens-là. Et puis, ben, voilà l'idée et le concept. Il est simple. J'ai dit finalement à l'évêque, on était en concurrence, bien sûr. Et il a dit, qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit, ben voilà, c'est ça Lourdes. Et puis ça, c'est la sacristie, vous ne voyez pas bien, mais qui est à l'arrière du mur. Et je me suis aperçu, j'avais la chance, on a créé une verrière à l'intérieur de la sacristie, là, et j'avais une chance incroyable, c'est que en m'orientant à peu près bien sur la verrière, je pouvais viser le clocher de la... Donc on retrouve ces notions de rapport ici. Voilà aujourd'hui le chantier. Hein. Vous voyez le mur qui est en train de se monter ici, derrière il y a la sacristie existante. Et voilà, c'est une photo qui date d'avant-hier. C'est les fontaines qui viennent d'être terminées. On fait tous les essais d'éclairage à l'intérieur. Voilà pour Lourdes, je terminerai sur cette chose-là à laquelle je crois assez. Apprenez à retourner vos contraintes, faites-en des points forts, souvent ça marche. Là c'était l'inondabilité, l'inconstructibilité. Je pars de ça et je me dis non, on peut faire quelque chose. Alors voilà, cette conclusion, elle n'est pas de moi, hein, je l'ai empruntée à Mathieu Ricard, qui est un grand méditant et ami du Dalai Lama. Et j'ai jamais pu adhérer à la notion de développement durable. Jamais. Vous lisez le bouquin de Serge Latouche, où il montre parfaitement que le développement durable, c'est un oxymore, mais qui est un autre mot pour dire, se donner bonne conscience. J'ai jamais pu adhérer à ça. Et j'ai assisté à une conférence de Mathieu Ricard qui disait finalement, moi ce à quoi je crois, c'est à l'harmonie durable. Et j'ai trouvé ça d'une justesse incroyable par rapport à tout ce que je vous ai montré ici. Et j'ai pris cette image de l'arbre parce que harmonie, ça veut dire qu'on est déjà dans quelque chose qui existe. On est dans le temps. On cherche à régler les choses, on trouve des équilibres. L'harmonie, ça veut dire qu'on est déjà dans du vivant. On partage des choses, on peut se mettre d'accord, on cherche, et en permanence, on hésite, on essaye, on y va. Et cette image de l'arbre, je l'aime beaucoup. Pour moi, ça, c'est un projet. Les racines, c'est le site, c'est les valeurs, c'est ce que je vais extraire, c'est les gens, c'est les ambassadeurs, c'est les occupants, c'est votre histoire, c'est le social, c'est tout ce qui fait que, voilà, on va chercher un aliment. Et pour moi, le projet, c'est l'arbre. C'est quelque chose qui va grandir, qui va se développer, je sais pas, voilà, avec cette idée du territoire, du lieu, qui va protéger autour de lui. Vos projets vont protéger le territoire. Ils vont créer un écosystème. Ils vont créer de la richesse. Ils vont créer de l'ombre là où c'est trop éclairé. Ils vont vivre au gré des saisons. Ils vont attirer des oiseaux. Ça y est, ça va petit à petit, ça va prendre du temps. Mais pour moi, c'est cette notion d'harmonie. Un projet, c'est à un moment donné cette chose qui pousse et qui autour de lui crée quelque chose de vivant, d'intéressant, qu'on peut partager avec les autres. Merci beaucoup. Comment vous pouvez avoir un équilibre entre les commandes, le client et les contraintes des architectes au bâtiment de France, c'est-à-dire l'État? Alors, ça c'est une chose que j'ai abordée, j'ai comprise avec Poly, c'est que j'en fais mes alliés. Tout le monde me dit, ouais, les ABF, etc. Le jour où j'ai le site de Poly, j'avais un ABF, un architecte des bâtiments de France, qui était réputé pour être le plus grincheux de France. Tout le monde était terrorisé. Tout le monde était terrorisé, et donc on devait faire passer le projet, c'est notre rôle à nous d'architectes. Et je me souviens très bien, le jour où ils avaient organisé une visite avec cet ABF, c'était un vieux monsieur, acariâtre, et donc le client m'avait dit, Gilles, tu lui feras la visite du site, et donc j'avais le responsable du projet, j'avais les gens du conseil général, etc. Et comme par hasard, quand le gars est arrivé, je me suis retrouvé tout seul. Ils étaient tous taillés. Et donc je me suis retrouvé dans le gars, et puis je me suis dit un truc, je me suis dit, mais cette personne-là, ok, on me dit qu'elle est citée, mais ça fait quand même 10 ans qu'elle est dans les Pyrénées-Orientales. Ça fait 10 ans qu'elle connaît par cœur tous les monuments.
moi je suis architecte, je viens de Grenoble. Je me pose des tas de questions sur la couleur des enduits, sur la couleur des volets, qu'est-ce que je vais pouvoir restaurer, qu'est-ce que je peux utiliser. Ben, je vais lui dire ça. Et je lui ai dit, je lui ai laissé à la main, je lui ai dit, ben, écoutez, on va faire une visite de site, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Mais j'étais sincère, tu vois, parce que j'avais pas de... Il me manquait beaucoup. Et je veux vous questionner sur des choses sur lesquelles je me pose des questions. Et le gars, ça l'a tellement pris... qu'il m'a dit, ben, pourquoi pas. Et on a fait une merveilleuse visite. Il m'a expliqué, il m'a dit, ben là, tu peux aller voir telle masse, tu vas trouver tel enduit, va visiter tel truc, etc. Et donc, on a créé la cohésion autour de ça. Et c'est quelque chose que j'essaie toujours de reproduire. Tu vois, dans 15 jours, on fait une visite. J'ai une visite avec la presse du site de Lourdes. Donc c'est lourd, hein. Ils ont rameuté la presse, les trucs, etc. La télé. Ben, la première réflexe que j'ai eu, c'est d'envoyer un mail à l'ABF et je lui ai dit, écoutez, comme c'est une très belle collaboration avec eux, je propose qu'on fasse la visite à deux voix. Elle m'a dit, ah super, Gilles, merci, etc. Enfin, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire et en plus, c'est pas fake, quoi. Elle m'a vraiment beaucoup apporté sur le choix des pierres, les carrières, on est allé visiter. Donc, voilà, encore une fois, c'est cette notion-là. Je me suis permis de jeter un coup d'œil assez rapide sur les documents. Et quand je vois le coup, je vois que certaines réalisations déjà titillent les budgets même de notre ministère à fortiori le ministère de la culture, le budget annuel, donc ça veut dire déjà ce que ça veut dire. Mais c'est par rapport à un cas que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ancien site d'EDF. L'ancien site d'EDF, Oui. Là où on exploitait, c'est la lignite. Les limites. Voilà, et les lignites. Et ça m'amène à penser également au site aurifère que nous avons chez nous au Burkina Faso. Depuis quelques années, on est en train d'exploiter de façon sauvage. Et il n'y a pas de plan, une prévision culturelle en tant que telle pour ce qui est de ces sites. Et donc, dans le cas des sites d'exploitation de l'or, est-ce que ce sont des sites qu'on peut essayer d'aménager comme ce qui est envisageable? Nous savons que le Burkina, c'est un pays sahélien où il ne pleut pas beaucoup. Mais quand on voit que il y a un lac qui se construit ici, c'est quelque chose de très intéressant. Mais l'exploitation, on utilise beaucoup de, comment ils appellent, de l'arsenic pour pouvoir produire. Donc du coup, ça pose un autre problème parce que est-ce qu'il faut retenir l'eau pour empoisonner les gens ou bien est-ce qu'il faut carrément tout fermer? Donc c'est quelque chose qui pourrait être discuté davantage comme c'est le lieu de faire des réseautages éventuellement pour ces problèmes que nous avons, que nous rencontrerons. Nous ne manquerons pas de venir taper à vos portes à chaque fois pour que vous puissiez nous aider. Voilà, merci beaucoup. Bon, pour répondre à votre question, ce projet n'était possible que dans la mesure où la loi en France impose à l'exploitant de renaturaliser les carrières au préalable. C'est-à-dire que nous, on est arrivé, déjà tout ce travail de renaturalisation paysagère, de consolidation des berges, avait été fait préalablement par EDF avant qu'on intervienne sur les sites. Je vous dis merci pour votre présentation. Moi, la question, c'est comment vous vous prenez face au site classé patrimoine mondial, dans lesquels, s'il est classé comme ruine, c'est vrai, on veut rendre visible, on veut faire visiter les gens, mais il y a des choses qu'on ne peut pas se faire. Votre bureau, comment vous vous prenez devant ces gens de camp? C'est-à-dire, dites-moi. Il y a des critères qu'on ne peut pas changer. Là, dans le dernier, tu nous as présenté, tu as fait des aménagements super, c'est bien pour les visiteurs. Mais si le site est classé, il y a des choses qu'on ne peut pas se faire. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler sur ces genres de projets? Ben, oui, mais tout se discute. Actuellement, on travaille sur le canal du Midi à Foncéral. Donc c'est un site UNESCO, puisque c'est un site classé, mais le canal du Midi est lui-même un site UNESCO. On avait une question, par exemple, on crée une passerelle nouvelle sur le canal du Midi, avec toutes les contraintes de navigation, puisque c'est Voies navigables de France. Et là, c'est un site qui est sous la responsabilité de l'architecte en chef des monuments historiques. Ils étaient réfractaires au début à l'idée de créer une passerelle.
parce que c'était impensable pour eux sur un site de cette nature-là de créer un ouvrage contemporain. On a fait la démonstration avec le client que c'était indispensable pour gérer les quasiment 300 000 personnes sur le site, sinon ça allait poser des tas de problèmes, etc. Et puis on a fait différentes esquisses pour montrer, voilà, et c'est au bout de la 10e esquisse qu'ils ont accepté le projet. On est passé en commission départementale, commission supérieure, et c'est passé quoi. Voilà. Il y a toujours une manière de faire, même dans des sites qui sont classés, dits figés, dits inconstructibles, voilà, il y a toujours manière d'argumenter. Par contre, il faut montrer pour vous l'impérieuse, l'incontournable nécessité de réaliser cet équipement. C'est-à-dire, il ne faut pas dire du principe, oui, mais ça va être bien, ça va nous... Non, il faut dire, voilà, on veut réaliser ça et on fait la preuve, c'est toujours des démonstrations qui sont à faire, que cet équipement, il est indispensable pour nous. Et après, on commence à discuter sur la nature de cet équipement, comment il peut à la fois respecter des données de classement, mais aussi amener des éléments contemporains. Ne jamais passer en force. Ne jamais passer. S'il y a un acteur qui n'est pas d'accord, on prend 6 mois de plus pour le convaincre. On l'oublie. Et en fait, des sites sans ce que tu appelles contraintes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que ce soit parce qu'ils sont presque au patrimoine mondial, parce qu'ils sont protégés au titre de l'environnement, au titre de l'université, au titre du patrimoine, au titre de l'archéologie, il n'y en a pas. Donc, mais comme dit Gilles, on les voit comme des contraintes, mais il faut en faire des choses qui vont permettre le projet. Voilà, retourner. De curiosité sur les carrières aussi de la gestion de l'eau, elles se sont remplies de manière naturelle. Oui. Il a fallu faire une gestion de l'eau, ça marche Si, il y a très une bien. gestion de l'eau. Mais il tient sur Parce que tu as des, si tu veux, tu as des, comment on appelle ça, des contre-canaux qui récupèrent les eaux de ruissellement parce que tu as quand même des effets de porosité, etc. Puis après, la gestion de l'eau, eux, c'est vraiment des équipes de naturalistes qu'il y a là-bas. Donc ils sont en train en permanence de contrôler le niveau, tu as des trop-pleins d'un lac à l'autre, parce qu'en fait c'est pas qu'un lac, c'est... Oui, j'ai vu que c'est un système de lac. C'est un système de lac, donc ça ils sont super pros là-dedans pour gérer toutes ces questions. Et la deuxième curiosité sur la couverte qu'on a vue, que ça n'a rien, il y avait des panneaux solaires pour l'énergie solaire ou pas? Sur le... Non. On n'a pas installé de panneaux solaires là-bas, tout simplement parce qu'on a je pense qu'on a une grosse chaudière, on a une chaudière bois qui fournit toute l'énergie. Et il y a toute une filière bois là-bas dans les Landes qui est extrêmement active et dynamique. On n'est pas parti sur cette hypothèse. Et en plus, on n'avait pas, pour être juste, je repense maintenant, on n'a pas de bonnes orientations. Le bâtiment est orienté est-ouest, donc on n'avait pas de bonnes orientations sud aussi, ça aurait pas été. Il est la limite entre le sacré et le profane. Bon, c'est parce que là, dans les sites sur lesquels vous travaillez, moi je vois en tant que pèlerin, j'ai une vision un peu parce que j'ai pas entendu un peu quel est aussi un peu le message véhiculé par ces pèlerins, en tant qu'un message sacré devant M. Gilles avec son équipe qui représente un peu le profane. Parce que donc ça, vous allez un peu changer, parce que ça c'est vrai que ce sont un peu des sites un peu sensibles. À travers même chez nous, vous ne pouvez pas un peu vraiment intervenir sur des cas comme ça, c'était terrible. Alors plus qu'on va plus loin, ça devient un peu plus terrible encore. La deuxième question, c'est à propos un peu de l'interprétation à travers un peu le musée du site, à travers la notion de l'interprétation et à travers également un peu les centres de découverte. C'est vrai que, en tant que déjà nous, qui avons un peu fait des études là-dessus, ça nous gêne beaucoup déjà dans nos pays, parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore bâti la notion un peu d'un musée classique. Dans nos pays, vous n'allez même pas trouver un peu un musée qui vraiment représente un peu élémentaire, soit des bâtiments qui ont été un peu réutilisés à un certain moment comme habitation. Après, donc, on a déposé un peu les objets, etc., etc. Alors, comment aujourd'hui un peu parler un peu de l'évolution de beaucoup de notions qui sont aussi un peu, on le dit toujours, un peu des inventions occidentales.
et déjà de les transposer sur un peu un contexte qui n'a même pas compris un peu la notion d'un musée classique. Et merci. Je réponds, la première elle est délicate, mais je réponds vite. À Lourdes, on a dû gérer tout ça. Parce que vous, sur les 5 millions de visiteurs, vous n'avez pas 5 millions de pèlerins. Il y a beaucoup de gens qui vont à Lourdes pour voir Lourdes. Donc après, c'est toute la gestion de flux. C'est-à-dire où est-ce que vous organisez les flux des vrais pèlerins, après tous les gens. Il ne faut pas que ça se rencontre. Puis voilà, c'est toute la gestion de flux qui est assez fine à faire là-dessus. Alors c'est juste une réponse rapide. Sur la deuxième chose, considérez que c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le musée de site, le centre d'interprétation, les muséographies extérieures, le centre de découverte. C'est une boîte à outils dans laquelle, dépendamment du lieu, de vos collections, vous pouvez aller puiser. C'est évident que pour faire un centre de découverte, il faut avoir un site, il ne faut pas avoir un site d'un hectare, quoi. Enfin, à moins que ce soit particulièrement riche. Oui. Mais voilà, c'est des sites extensifs qui permettent d'aller voir. Si vous avez de très belles collections, c'est pas pareil. Là, vous avez intérêt à faire un très beau musée de site comme vous l'avez ici à Bibrac. Considérez que tout ça, il n'y a pas une vérité véritable qu'il faut faire ça et pas autre chose. C'est juste, c'est un ensemble d'outils que vous avez à votre disposition. Nous, on vient de Polynésie avec Jean et vous avez vraiment présenté ce qu'on cherche. Parce qu'on est sur un site sacré et vous avez donné plein d'éléments qui vont nous aider, les positionnements stratégiques, les exemples que vous avez aussi donnés nous interpellent beaucoup. Entre un site sacré, à côté par exemple, on a une petite plage qui est plus pour les locaux et ils veulent plus aller à la plage justement qu'aller sur le site sacré. Et voilà, c'est vraiment tout ce que vous nous avez dit, c'est super. Et vous voulez pas venir nous aider travailler sur notre site. On est au tout début et on veut pas faire de. Ouais, hyper sensible dans tous les domaines. Mais merci beaucoup parce que c'est vraiment formidable tout ce que vous avez dit. Il y a une résonance forte.